Bah oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes, mon partenaire de colo, je devrais dire, n'est autre que l'incroyable Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, où te trouves-tu cette semaine? Eh ben, je suis de retour en Savoie, voilà. Et bonjour tout le monde, bonjour Daniel. Je suis très content, épisode spécial parce que nous allons aborder les années 90. Et il faut le dire, c'est qu'on enregistre cet épisode presque 10 minutes après avoir poussé l'épisode 7. Donc, voilà, exactement. On n'a aucun retour sur les années 90, on essaye d'être le plus vierge possible de toute réaction. Voilà, mais je pense que les gens seront très contents du classement de Street Fighter The Movie. Qui est 4ème de la liste. 4ème meilleur film des années 90. Et tiens, puisque tu l'as, on va passer en revue, parce qu'on peut encore le faire, parce qu'il n'y en a pas encore, il y a que 16 films dans notre liste. Il y a Truman Show en premier. Ouais, Le Silence des Agneaux. Ouais, suivi par Snake Eyes de Brian De Palma. Street Fighter, donc. Street Fighter, exactement. De Steven De Souza, suivi par Piège à Hong Kong. De Tsuyark, hein, rappelons-le. Face Off de John Woo. Mais en même temps, on a eu beaucoup de bastons à ce sujet. Et alors là, derrière, il y a un autre film sur lequel on discutait. C'est Con Air, Les Ailes de l'Enfer. Les Ailes de l'Enfer, ouais. Et en fait, on était en train de dire, putain, mais Les Ailes de l'Enfer, c'est quand même vraiment rigolo, quoi. Oui, c'est vraiment un film con. C'est vraiment un film débile. C'est vraiment le film con, mais que tu ne peux pas t'empêcher d'aimer. Et tout en bas, on a Risque Maximum, Super Mario Bros, Double Dragon et Wild Wild West. Donc on estime que Super Mario Bros est meilleur que Double Dragon, c'est quand même chaud, quoi. Oui, mais c'est la vérité, c'est comme ça, hein, c'est gravé dans le marbre. Oui, c'est vrai, et on peut plus changer, même si j'ai pas des regrets pour Con Air, mais genre, je pense qu'on en reparlera. Je pense que Con Air a des chances d'être un peu notre over the top. Oui, peut-être des chances d'être le compas, le compas du milieu. Voilà, le compas moral, voilà. Alors, écoute, je vais juste rappeler les règles, les us et coutumes. D'abord, je me présente, je m'appelle Daniel Andreyev, Camille Robotique sur Twitter. Et alors, pour nous faire parvenir vos listes, c'est simple, c'est 3 films par liste, un titre si vous voulez donner une thématique, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a reçu énormément de listes, on a de quoi faire, mais il y a quand même des titres qui reviennent pas. Par exemple, je suis étonné à quel point les James Bond, et ça déjà dans les années 80, à quel point les films de James Bond n'ont jamais été proposés. Ouais, ça fait peut-être pas assez dans les 90, c'est peut-être trop intemporel James Bond quelque part, tu vois, je sais pas, il y a une analyse à faire hein, là-dessus. Pourtant, je serais ravi de parler de James Bond, tu me connais. Je regardais la liste, je me disais tiens, c'est étonnant, il y a pas ça. Il commence à avoir quelques films français. On va essayer, vu que la liste, il y a aucun film français, on va essayer d'en faire quelques-uns dans cet épisode. Et voilà, écoute, je crois qu'on a tout dit. On peut se lancer. Ah oui, et puis bien sûr, il faut que ces films soient compris dans la période entre 1990 et 99, ce qui est quand même très large comme gap, hein. Genre en termes de cinématographie, genre en termes de culture ciné, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il y a eu beaucoup de choses, même d'un point de vue global, c'est une année de une décennie de grands bouleversements quand même. Ouais, c'est vraiment une décennie très importante, et autant j'adore les années 80, autant on peut pas nier l'importance des années 90 dans le cinéma, quoi. Écoute, lançons-nous alors. Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors écoute, puisque on disait allez, film français, c'est une liste qui nous est envoyée par Mathieu Petit. On remercie Mathieu Petit. Merci Mathieu Petit pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Vince Crochon. je crois savoir de qui on va parler. Voilà. Et le premier de cette liste est La Haine. Oui, La Haine, Mathieu Kassovitz. Vince Crochon étant le vrai nom de Vincent Cassel. Vincent Cassel.
Vincent Cassel, merde. Vincent Cassel, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, Vincent Daniel Cassel. perd les pédales. Écoute, c'est les vacances. Hein. Donc, La haine, le film révélation de Mathieu Kassovitz, le film événement lorsqu'il a été présenté à Cannes, etc. Filmé en noir et blanc, qui suit le parcours de trois jeunes de banlieue. Voilà. Un noir, un arabe et un blanc. Ouais, et même un juif, il le précise. Et même un juif, oui, tout à fait, ouais. Et donc voilà, enfin du coup, voilà, c'était aussi un grand truc dans les années 90 qu'il n'y avait pas forcément auparavant, c'est justement le cinéma, en tout cas le cinéma français, investi la banlieue et essaie de témoigner de ce qui s'y passe. Et voilà, et je pense que le film a énormément marqué parce que justement c'était un premier arrivé avec un impact tel et un retentissement, enfin même international, parce que tu regardes aujourd'hui, justement, je m'étais amusé à regarder sur plusieurs sites américains, tu sais, les films les plus importants des années 90, histoire de me faire une idée, et dans plusieurs classements, tu retrouvais La haine, c'est genre le film français des années 90 aux yeux de beaucoup de monde, quoi. Et juste type parce que c'est vraiment un film coup de poing. C'est avant ça, la banlieue n'intéressait personne. Oui, la banlieue n'intéressait vraiment personne, exactement. Et surtout, enfin, le film en plus est vraiment sur le mode, choc, etc. Enfin, c'est pas un film qui prend des gants, quoi. Voilà, c'est vraiment. Jusqu'ici tout va bien. Voilà. Il essaie de pas juger. Voilà, essaie de pas juger ses personnages. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Enfin voilà. Et en le revoyant il y a pas si longtemps, il y a un truc qui m'étonnera toujours, c'est la culture cinématographique de ce film. Ce film est très très bien réalisé. Oui, et effectivement, c'est un film de cinéphile. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un film de cinéphile pas exclusif. C'est-à-dire que tu as vraiment des influences du cinéma français classique, mais aussi du cinéma américain. Enfin, tu as vraiment un espèce de côté très large dans le spectre. Il y a le fameux C'est à moi que tu parles. Voilà. Il y a plein de. Bah, il y a la fameuse extinction de la Tour Eiffel aussi. Enfin, tout ça. Enfin, il y a plein de clins d'œil. Un spectre très large de cinéma qui est cité dans ce film-là. C'est malgré son côté dramaturgique, c'est genre tu passes un vrai bon moment, quoi. Et ça a permis. C'est un film qui a ouvert une nouvelle voie dans le cinéma français. Ouais. qu'on Oui, n'avait c'est jamais vu encore. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. On peut pas nier l'importance de ce film, et je regarde la liste et ça serait plutôt vers le haut quand même. Oui, la haine. Oui, non, mais comme tu disais, ça reste quand même un film, un vrai film. Enfin, c'est-à-dire, au-delà de son impact culturel à l'époque, ça reste un vrai film de cinéma et sans doute un des meilleurs films de Kassovitz. J'essaie de me remémorer ce qu'il a fait depuis. Non, c'est le meilleur Kasso. Je pense que c'est même le meilleur Kassovitz, quoi. Après, il a fait. Après, le truc, c'est que Kassovitz il a besoin d'être un peu le maître de cérémonie. Il a besoin de contrôler ses films, et tu sens que quand il a fait ses entreprises américaines, c'était plus problématique. Oui, ouais, tout à fait. Mais ça rend son cinéma d'autant plus intéressant, c'est parce qu'il est très franc avec lui. Il est très franc, très très viscéral. Enfin, il a une approche, vraiment sans concession. Alors parfois ça foire, mais il t'explique pourquoi ça a merdé, et c'est lequel déjà qu'il a fait, c'est Rivière pourpre. Oui. Pas le making of, mais la plage commentée de Rivière pourpre est incroyable, puisqu'il est en train de démonter son propre film en expliquant tout ce qu'il voulait faire et tout ce qu'il n'a pas pu faire. Ouais. Et voilà, ouais, donc ça donne, et ça c'est comme cinéma, ouais, c'est vraiment du cinéma viscéral, c'est exactement de résumer ça. Et puis c'était plus intéressant que son précédent film, je crois que c'est Métis. Et tu sais que Kasso, il joue dans son propre film. Oui, tout à fait. Oui. Il joue le skinhead qui se fait qui se fait casser la gueule. Je pense qu'il a dû prendre un certain plaisir justement à jouer ce rôle-là. Ouais, en plus, en connaissant le mec, ouais. Ouais, je pense. Alors qu'il écoute, a dû kiffer. Je pense qu'on peut pas le mettre au-dessous de Street Fighter. Non, quand même, non, pas du tout. Moi, je mettrais quand même au-dessus de Snake Eyes personnellement. Tu le mets au-dessus de Snake Eyes ? Ouais, quand même. Ok, je t'accorde. Et voilà. Puis on est d'accord. Voilà. La haine. Troisième meilleur film des années 90. Voilà, et c'est un film, je crois pas qu'on ait de film français aussi bien classé dans les années 80. Oui, je ne crois pas. Mais c'est parce qu'on nous a pas cité les bons, c'est pour ça. Et tu te rends compte, Face Off descend encore un peu plus. Et aussi Con Air, malheureusement. Deuxième film de sa liste, c'est Doberman. Ah bah oui, Doberman. Alors cette fois-ci, c'est Yann Kounen. Yann Kounen que les gens peut-être connaissent pour l'adaptation de 99 francs qu'il a réalisé. Et Doberman, c'est un film genre d'une vulgarité totale.
Je vais baiser la femme du Dob. Voilà, c'est ultra trash, ultra vulgaire. C'en est presque épuisant, tu vois. C'est comment dire, c'est métal hurlant, c'est métal hurlant adapté au niveau des flics. Voilà, c'est grotesque, c'est grotesque, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'avoue, c'est pas un film de très bon goût, mais c'est un film enfin, en fait, t'as l'impression que le film il pète sans arrêt les plombs, même pas tant le réalisateur, c'est t'as rien qui s'accroche à une espèce de réalité, t'as tout qui glisse vers un côté complètement maboule, et ça s'arrête pas. Enfin, Tchéky Karyo qui joue le flic. Tchéky Karyo qui joue un peu le rôle de sa life, c'est-à-dire le flic vénère. Le flic vénère, etc. Enfin, il y a un truc. C'est. T'es où le Dob? Je vais baiser la femme du Dob. c'est indescriptible de conneries, de violence, mais il y a un truc qui le rend attachant. Je saurais pas te décrire quoi exactement, mais tu sais, c'est le film. J'ai du mal à le défendre, mais j'ai envie de le défendre quand même, tu vois. Ouais, moi, écoute, je suis d'accord. Et en plus, c'est un film qui est, j'ai envie de dire, tu sais, on l'utilise beaucoup au cinéma, ce terme, c'est les années canal. C'est le film des années canal. C'est des années que tu peux pas expliquer. Oui. Tu peux pas expliquer l'ambiance, mais t'as envie d'y être, quoi. C'est un film, il est grotesque. Enfin, oui, c'est vraiment, je crois qu'il y a un moment, je crois que c'est Romain Duris, il va chier, et puis il y a les cahiers du cinéma. Voilà, il se torche le cul avec les cahiers du cinéma. Enfin, c'est d'une gratuité. T'as Monica Bellucci qui joue une muette et qui à un moment donné lèche le canon de son fusil automatique avant de balancer une grenade dans une banque. Enfin, tu vois, c'est d'une violence. C'est une violence inouïe, quoi. Enfin, inouïe, et ça m'étonne même que le cinéma français, ah oui. CNC produit ça, quoi, parce que t'as quand même un prêtre qui grenade la gueule d'un mec à un moment donné, hein, et tu le vois plein cadre. Donc. Et ça, c'est le genre de choses que j'ai envie de voir au cinéma. Oui, mais c'est le genre de truc tu te dis ah ouais, quand même. Et c'est clairement un film qui a été fait pour nous. Pour nous qui avons adoré les films d'action des années 90, c'est quelqu'un qui s'est dit putain, on va faire ça mais en France, et il y a une vraie patate, quoi. La scène où finalement le Doberman se venge du flic. Oui, elle est hallucinante, elle est incroyable. Elle est hallucinante. C'est un film que j'aime beaucoup pour plein de mauvaises raisons, et pour plein de mauvaises raisons. Et je pense aussi c'est un film qui n'a d'impact qu'en France, parce que c'est un film qui s'est pas extraordinairement vendu à l'étranger, et vraiment ça ne parle qu'au public français, quoi. Oui, je pense. Alors que c'est un film d'action qui aurait pu être vendu n'importe où, mais voilà. Où est-ce qu'on peut le mettre? Moi, je le vois au-dessus de Face Off, moi. Ouais, mais le problème c'est que moi je le vois pas au-dessus des ailes de l'enfer, tu vois. Ah ok, bon bah écoute, au-dessus de The Mask. Ouais, au-dessus de The Mask. Je le descends parfait. Un petit peu. Ouais. Au-dessus. Doberman de Yann Kounen. Est-ce que c'est le meilleur film de Yann Kounen ou pas? Ah, je pense pas, parce que moi j'ai bien aimé son 99 francs, malgré de toute façon Yann Kounen t'as toujours un côté genre complètement incontrôlable. J'avais bien aimé son 99 francs personnellement. Il est kassovitsien, mais plus sérieux quand même. Genre il est plus, genre si tu lui confies un segment ou un clip ou quelque chose. Il a réalisé assez peu de longs métrages, hein. Il a réalisé assez peu de longs métrages, ouais, il n'a pas réalisé des tonnes, mais non, ouais, je pense que son meilleur film ça reste quand même 99 francs à mon avis. Comme ça. Putain, moi j'aime pas 90. Enfin. Voilà. Après c'est pareil. Enfin, c'est aussi un film qui. Et et je pense que lui-même il te dira qu'il est pas ouf de ce film, parce que. Ouais, non mais parce que voilà, je réfléchis à ce qu'il a fait, tu vois. Enfin, c'est hors de question que Chill Blueberry. Moi j'ai vu Coco et Igor. Hein. Pour te dire à quel point je crois en ce mec. En ce mec. Et tu sais que quelque part, Blueberry qui s'est fait conspuer à sa sortie, je ne dis pas non à Blueberry alors que je suis très fan de la BD, quoi. Ah non, moi je déteste ce film, mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Ça c'est une décennie plus loin. Voilà, c'est une décennie plus loin. Et le dernier film de la liste concerné à Vince Crochon est Jeanne d'Arc.
Oh putain, mais c'est vrai, il joue dedans. Et ouais, il joue dedans. Ah, Comme 90. Oui, du paysage français de Mais l'époque. attends, non seulement il joue dedans, mais Kassovitz a été un réalisateur en second, quoi, de ce film. Oh putain, carrément. Ah non, mais Yann Kounen et Kassovitz, ils ont assisté Besson. surtout, et surtout à la dernière scène, tu sais, la grande bataille, quoi. Ouais, d'accord, je vois. Bah donc Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc vue par Luc Besson avec Dustin Hoffman dans le rôle du diable. Voilà. Pour le pitch. Et il a fait et j'ai lu une bio interdite évidemment de Luc Besson et c'était assez rigolo comment il a tout fait pour avoir Dustin Hoffman et il lui faisait genre vraiment les grosses courbettes. Il l'invitait dans ses châteaux et tout ça et c'est assez en fait comment sont réalisés les films de Luc Besson, c'est presque aussi passionnant que de les voir en fait. Ah bah je pense que comment réaliser Jeanne d'Arc est plus passionnant que de voir le film Jeanne d'Arc, ça c'est une certitude. Bah voilà, et alors c'est une certitude quoi. Et c'est à ce moment-là que tu peux dire que Luc Besson a acquis vraiment une espèce de grosse aura de réalisateur à l'étranger quoi, avec ça et le Cinquième Élément. C'est que tout d'un coup il commençait à avoir des méga stars, il commençait à avoir John Malkovich. Enfin, tu vois, il y a et puis Tchéky Cario. Tchéky Cario. Tchéky Cario, vraiment. Sauf qu'il a pas pu dire shoot the girl first et je vais baiser la femme du nom. C'est vrai que c'est la phrase qu'il a dit toute sa vie, c'est shoot the girl first ou shoot the bear first. Bah écoute, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas un film qu'on adore. Non, enfin Jeanne d'Arc, c'est fatigant, c'est non. Mais est-ce que tu aimes la composition très naturelle de Mila Jovovich? C'est horrible quoi. Enfin, mais je pense qu'il devait, tu sais, juste avant les prises, il devait lui filer 1 ou 2 grammes de coke et il lui a dit vas-y joue. Et non, je pense qu'il avait pas besoin de lui filer. Je pense qu'elle l'a trouvé toute seule. Putain, elle joue comme une patate et en plus ils étaient en pleine rupture pendant le film. Puisque faut le dire, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble, suite au Cinquième Élément et tout. Mais non, ce film, non. Et si tu veux bien te documenter sur les films de Besson, il y a le bouquin qui sort en même temps que le film où Luc Besson raconte tout avec beaucoup de franchise sur le enfin beaucoup de franchise mais sa propre version des faits. Et c'est toujours assez incroyable. Si jamais t'es intéressé par la Besson exploitation, vraiment, on n'a pas reçu Taxi dans les listes. Mais bon, autant dire que ce film, je l'aime moins que Braveheart. Oui. Non, je crois qu'effectivement, il y a pas compétition. Bon, c'est un film qui survit mal. Alors, je regarde le tableau. Ouais. C'est sous Arachnophobie. C'est sous Existence. C'est sous Existence, ouais. Alors, est-ce que c'est sous Batman Forever? Je préfère regarder Batman Forever que ça. Écoute, je veux pas me battre pour ça. Moi, voilà, ça me va. Ok, écoute, Jeanne d'Arc. Dites la pucelle. Prise entre Batman et Mortal Kombat. Et Mortal Kombat quand même. Hein, voilà. Bref, on remercie Mathieu Petit pour sa liste. Excellente liste. Ah, on a vraiment de très très bonnes listes. Hein. Là, j'ai vraiment, je me régale en relisant les topics. Alors, écoute, on va passer à une liste d'une auditrice qui s'appelle Le Énième Truc. Bonjour le énième truc, merci pour ta liste. Non, l'auditrice s'appelle Dende. Ah voilà, tu dis les choses à l'envers. Excuse-moi. Merci Dende. Voilà, merci Dende pour ta liste qui s'appelle Le Énième Truc. Et alors, écoute-moi ça. Et tu vas comprendre exactement la thématique. Le premier film de sa liste, c'est Le Cinquième Élément. Ah bah oui, d'accord, forcément. Donc Luc Besson qui fait son film de science-fiction avec Bruce Willis dans le rôle de Bruce Willis, c'est clairement ça. Et le monde qui découvre Mila Jovovich, alias sa femme de l'époque. Alias sa femme de l'époque. Comme un peu, c'est un peu la prérogative de tous ces films, à part Nathalie Portman qui les médisants du milieu disent il fait le casting avec sa bite, c'est méchant, mais c'est pas faux. Parce qu'il y avait Isabelle Adjani avant elle, tu vois. Il y a Anne Parrillo, il y a Anne Parrillo, voilà, et Maïwenn, donc tu vois, bon, globalement mais Maïwenn a réussi à faire carrière toute seule. Non, de toute manière, elles ont toujours en général fait carrière toute seule. Oui, alors Mila Jovovich avec Resident Evil, elle aurait pu s'abstenir de faire carrière tout seul quand même. Il faut le dire. Hein. Putain. Mais alors je préfère Cinquième Élément juste pour annoncer la couleur, je préfère Cinquième Élément à Jeanne d'Arc. Ah ben bien sûr, ouais. C'est le Cinquième Élément. Enfin moi je l'ai revu. Il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, mais il y en a plein. Mais ça reste
un divertissement du dimanche soir passable, quoi. Voilà. Y a un truc qui à chaque fois me tue dans ce film, c'est la production value. C'est vraiment les décors, les costumes, Jean Giraud alias Mobius a travaillé sur ce film. Enfin vraiment, genre quand tu vois la beauté plastique, je parle pas de la photo, des choses comme ça, mais genre la beauté du décor et des guns et des trucs comme ça, je trouve que vraiment c'est un film qui explose, quoi. T'as un vrai univers, c'est-à-dire que bon, évidemment t'as des impossible de pas penser à Blade Runner une fois de plus quand tu vois New York, voilà. Mais effectivement t'as un vrai univers assez particulier qui se crée d'un point de vue visuel. Et effectivement c'est peut-être un des points forts du film, même si tout fonctionne pas. Enfin je veux dire, tu sais, l'espèce de race extraterrestre gentille que tu vois au début dans les pyramides. Enfin, moi j'ai l'impression de regarder l'épisode de Casimir, quoi. Alors, tu fais bien de le dire. C'est un film que Luc Besson a écrit à 12 ans. C'est ce qu'il dit. Il a écrit à 12 ans et il a repris comme beaucoup de ses films d'ailleurs, comme Taxi, comme Transporteur. Le truc, c'est que ça se voit, en fait. Là, ça se voit. Il y a pas de. C'est un fanfic écrit par un gamin qui veut faire des films d'action, quoi. Oui, clairement. Et je le prends pas mal, hein. C'est pas quelque chose de... Ah non, mais Ouais. c'est pour dire que ça limite quand même l'entreprise, mais ça reste sympathique. Mais dès la première scène, moi, il y a Luc Perry tout au début, je fais Luc Perry, le mec de Beverly Hills. Dylan de Beverly Hills, à l'époque, quoi. Ouais. Et c'est sa dernière apparition au cinéma, sans doute. Je trouve ça trop mignon. Je tiens à dire aussi que j'ai lu le bouquin, donc cette bio de Besson, et il y a Maïwenn aussi dans le film, c'est-à-dire que il y a Mila Jovovich et Maïwenn dans le même film, quoi. Eh oui, comme quoi, tu vois, le cœur a ses raisons que l'esprit ne... Putain, moi le problème de ce film, c'est le final, quoi. Le truc, Oui, il faut du feu, il faut de l'eau. Et moi, honnêtement, je préfère Les Ailes de l'Enfer, et je préfère peut-être même Doberman, en fait, quitte à choisir. Sa caméra. Ouais. Mais bah oui, bien sûr. Voilà. Je préfère The Mask. Ah bah bien sûr. Je préfère pas Existence, par contre, non. Tu préfères pas. Tu vois. Tu le mets au-dessus d'Existence? Ouais, toi tu voulais le mettre où? Tu veux le mettre au-dessus de Batman Forever? Ouais. Bon, écoute, ouais, ça, écoute. Ouais, je pense que Existence c'est quand même beaucoup plus. Bah, disons que Existence, malgré tous ses défauts, ça reste quand même le film, un film qui essaie d'avoir un peu de jugeote, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Et Existence, quand même, c'est un film trop intelligent pour ce qu'il essaye de faire, quoi. Donc, ça y est, il est classé. 5e élément. Maintenant, on va passer au deuxième titre de la liste de Dende, qui est le 6e sens. Donc, tu vois, 5e élément, 6e sens. Voilà, je crois voir le pattern qui se développe, là. 6e sens, c'est la grande apparition de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. C'est aussi le film, c'est le Ciao Pantin de Bruce Willis. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est le film à partir duquel Bruce Willis a essayé de faire, entre guillemets, l'acteur, au sens où moi aussi je fais des rôles dramatiques et je suis pas qu'une montagne de muscles, etc. Voilà, quoi. Et pour moi, ça reste son deuxième meilleur film. Deuxième meilleur film, moi je mets quand même Die Hard 3 devant, mais bon. Non, en termes d'acteur. En termes d'acteur, oui. Ouais. En termes d'acteur, oui. Non, mais l'histoire, c'est quoi? Il est psychiatre, c'est ça? Je sais plus où. Il est psy. Il est psychiatre et c'est un docteur, ouais. Un docteur, voilà, et il reçoit un jour un garçon qui a des problèmes et qui déclare voir des morts. Et puis du coup, bah voilà, le film suit la relation entre ce psychiatre et ce garçon. C'est aussi la naissance du style M. Night Shyamalan, c'est-à-dire un film à twist. Voilà, c'est peut-être un truc d'ailleurs dans les années 90, si tu regardes bien, c'est peut-être l'émergence du film à twist d'une manière générale. Oui, c'est le film dont il faut pas raconter la fin. Donc on va pas la raconter parce que vous êtes pas obligé de l'avoir vu et je pense c'est quand même un film qui a quand même pas mal d'années là. Voilà. Mais mine de rien, on va pas spoiler la fin, mais je pense que c'est un film qui mérite quand même d'être vu. Clairement. C'est vraiment c'est Shyamalan au moment où il ne se prenait pas encore pour Shyamalan God, quoi. Je pense que c'est son deuxième meilleur film. Oui, je mets Unbreakable devant. Oui, je pense aussi, moi aussi, dans cet ordre-là. Mais je l'ai revu il y a pas si longtemps, et il y a plein de choses qui m'ont choqué. D'abord la qualité de la photo. Oui. Incroyable, c'est Tak Fujimoto.
avec qui il a travaillé assez souvent, et vraiment la photo est extraordinaire. Ouais, sur ce film-là. En plus, enfin, il y a un côté, à la fois très sobre et très angoissant. Enfin, il y a un super équilibre entre le quotidien et le fantastique au niveau de la photo. Il y a pas de rouge à l'écran, et genre quand je l'ai revu, ça m'a choqué. Il y a pas de rouge à l'écran, sauf dans les moments très arbitraires. Voilà, sauf dans des moments très précis auxquels la couleur a un sens. Voilà, c'est pareil. À l'époque, le petit gamin m'avait un peu foutu les boules. Pas foutu les boules, mais moi, ça m'angoissait toujours, les gamins qui jouaient un peu comme des adultes, les mots m'angoissaient, tout ça. Joel Osment, il est incroyable. La manière dont il véhicule l'émotion, je pense que la meilleure scène de ce film, la plus grande scène de ce film, c'est quand ce gamin commence à parler à sa mère. C'est l'histoire d'un garçon qui parle pas, en fait. Oui. Et il refuse de parler, et tout d'un coup, il parle, et tout d'un coup, il y a un moment, et je spoil pas, hein, c'est juste un moment dans le film, tout d'un coup, il se dit, ça y est, maintenant je peux te parler, maman, et il commence à parler, et je pense que c'est un des moments les plus bouleversants du cinéma de Shyamalan, et franchement, je trouve ça extraordinaire, ce passage, m'a retourné la tête, et il m'a retourné la tête la deuxième fois où je l'ai vu. C'est la première fois, ça m'avait pas autant, parce que la première fois, tu te dis qu'est-ce qui se passe, et t'as le twist. J'avais compris le twist un peu avant, mais là, putain, la qualité de l'acting est incroyable. Ouais, non, mais et pour qu'on dise ça d'un film avec Bruce Willis, c'est quand même chaud. Et puis bon, on peut pas nier l'impact de ce film et dans la pop culture. Oui, voilà, oui, puis comme dit, et puis voilà, c'est vraiment le fer de lance du film à twist qui va après. T'en retrouveras pas mal dans les années 90 chez Shyamalan et chez d'autres. Hein, ça commence à être un truc. Enfin, tu vois. Alors, je tiens à dire juste un truc, c'est qu'il est sorti genre en tout début. Je viens de checker, il est sorti genre. Tout début janvier en 2000 en France, mais on va quand même le prendre en 99 voilà. Parce qu'il y a vraiment un trop gros décalage entre la sortie US et française, que ça en est ridicule. D'ailleurs, on a eu plusieurs cas de conscience à ce niveau-là. Voilà. C'est quoi déjà notre cas de conscience numéro 1 ? Notre cas de conscience, c'est un film sorti en mai 89 et le 3 janvier 90 chez nous. Putain, j'ai envie d'en parler, quoi. Moi aussi, j'ai envie d'en parler. J'ai vraiment envie d'en parler de ce film. Bon, peut-être on verra pour la suite, voilà. En tout cas, pour moi, c'est indéniable que c'est un film des années 90 plus que des années 2000. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on le met là-dedans. Je regarde le très haut du top. Oui. Il y a pas de souci. Écoute, je le mets au-dessus. Je le mets au-dessus de. Est-ce que ça te choque si je le mets au-dessus du Silence des agneaux ? Ah, moi, je mettrais quand même le Silence des agneaux juste au-dessus, quand même. Je préfère quand même regarder le Silence des agneaux. Oui, et ça nous laisse un peu. Bah non, en même temps, ça sera pas dans le même top, mais ça nous laisse un peu de marge pour Unbreakable. Ouais. Bon, écoute, 5e élément, 3e meilleur film. Non, 5e élément, qu'est-ce que tu racontes ? Le 6e sens. 6e sens, merde. T'as la crise cardiaque, quoi. 6e sens, 3e meilleur film des années 80. À ne pas confondre d'ailleurs avec le 6e sens réalisé par Michael Mann dans les années 80. Attention. Oui, je pense pas que ça soit le même. Non, mais bon, voilà, c'est pour les gens. Et alors, le 3e film de sa liste des énièmes trucs, c'est The Ninth Gate, la 9e porte. La 9e porte. Johnny Depp, et il me semble que c'est... comment il s'appelle le réalisateur ? C'est le scénariste, là. J'ai un trou. Je crois que c'est... Polanski. Non, c'est pas Polanski. Flûte. Si, la 9e porte, c'est Polanski. Voilà, c'est ça. Putain. Ouais. Voilà, excuse-moi, j'avais perdu le fil. Oui, voilà, c'est Polanski qui réalise. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain... où je sais plus, je me rappelle plus le pitch exactement. Enfin, il y a une histoire de je sais plus s'il est écrivain ou s'il bosse dans les bouquins. C'est un expert en livre ancien. Voilà, un expert en livre ancien. Voilà, c'était une histoire comme ça parce que tout tourne justement autour d'une espèce d'enquête autour de vieux films et d'indices à rechercher autour justement de cette fameuse 9e porte, quoi. Et au fur et à mesure, il va découvrir que les bouquins sont des portes d'entrée sataniques. Enfin, il va parcourir le monde pour rechercher les bouquins, et au fur et à mesure, il va découvrir que il y a des morts sur son chemin, et en fait, ça sera une espèce de whodunit satanique. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. On peut le résumer comme ça. Pas whodunit, mais c'est plus une enquête. C'est un thriller satanique. Oui, c'est ça. Enfin, c'est plus un thriller. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment l'originalité, c'est que c'est traité comme un polar, sauf qu'il enquête dans des bibliothèques, quoi. L'idée, c'est un peu ça. Et honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur Polanski, quoi. Ah, c'est clair. C'est vraiment pas le meilleur. En plus, il fait jouer sa femme qui joue pas très bien. C'est Emmanuel Seigné. Ces gens qui font jouer leur femme, c'est fou, ça. Bah oui, mais en même temps.
Écoute, ouais, c'est pas clairement pas le meilleur Polanski. Il y a Franck Langella dans le rôle du méchant, si je me souviens bien. Et j'adore Franck Langella, mais Ouais, non, c'est. je suis sûr des gens arriveront pour nous dire ah c'est un classique mésestimé, mais je pense que Ah non, je pense pas, non. si c'était pas Polanski, je pense que beaucoup de gens Ouais, auraient eu ouais, rien honnête- à foutre. Honnêtement, en plus, les années 90 pour Polanski, c'était vraiment bizarre et compliqué d'un point de vue cinématographique et Et tout. il y a aussi un autre truc, c'est que tu sens à chaque plan qu'il déteste ce qu'il fait en fait. Oui, mais C'est pas son style de film, il aime pas ça. enfin, c'est vraiment un film qui est désincarné. Enfin, t'as pas de moment fort, t'as pas de. Puis même Johnny Depp, il y a plusieurs moments, tu vois vraiment qu'il se demande ce qu'il fout là. Enfin, tu sais, il y a un côté. Personne n'allait impliqué dans ce film-là, quoi. Et alors, ça s'est très mal passé entre Johnny Depp et Polanski. et Polanski. Polanski qui étant un petit peu, il passe maintenant pour un grand artiste et il lui mettait des bâtons dans les roues exprès pour essayer pour essayer d'obtenir le meilleur de notre ami, mais voilà, c'était disons des relations conflictuelles. Il se les jouait Kassovitz. Mais ouais. Écoute, c'est pas Pas un oui, grand comme film, tu dis- pas un grand film, pas un grand souvenir, voilà quoi. C'est. Ouais, c'est pas un film que je regarderais. Non, non. Et je pense que ouais, les autres films des années 90. Comment il s'appelle celui pseudo SM là qui était pas très bon là. J'ai un truc. De quoi, de Polanski? Ouais. Lune de fiel? Lune de fiel. Est-ce que t'as Voilà. déjà vu Lune de fiel? Oui, bien sûr. Tu l'aimes bien? J'aime bien parce qu'Emmanuel Seigné, à un moment donné, à poil, qui fait du mal à un homme, donc j'aime bien. Mais sinon, c'est un film très bizarre. Mais c'est ce que je disais, les années 90 pour Polanski, c'est très compliqué, quoi. Ouais, clairement. Je regarde la liste. Je le mets sous The Mask, tu vois. Ah oui, mais moi je le mets même, je le mets même sous le 5e élément, en fait. Mais tu laisses Batman Forever au-dessus. Ouais, ouais, quand même. Allez, ok, d'accord. Hein, quand même, allez. Hop, la 9e porte. Ben, il arrive, il rentre directement à la 15e place. Mais quel drame pour Polanski, enfin, faudra attendre dans les années 70 pour en parler comme il faut, je pense. Ouais, je pense parce que là, c'est pas possible, quoi. On lui rend pas hommage, mais en même temps. Mais en même temps, il a une filmo tellement compliquée et lui-même a une vie compliquée. Oui, lui-même a une vie assez particulière, on va dire. Eh bien, écoute, on remercie Dende pour sa liste. Oui, merci. Alors, on passe à une liste de Raphaël Tellier. Bonjour Raphaël et merci pour ta liste. Tellier. Et sa liste s'intitule Gangster d'amour. Ah, Gangster d'amour. Où il l'a appelé Noir, Blanc, Rose, mais tu verras pourquoi. Et le premier de sa liste est Ghost Dogs, The Way of a Samurai de Jim Jarmusch. Ah oui, Ghost Dogs. C'est l'histoire d'un tueur en série qui jouait donc par Forest Whitaker. Ou plutôt d'un hitman. Voilà, Hitman. pourquoi j'ai dit un tueur en série? Oui, un tueur à gage, excuse-moi, c'est ma fourche à languer, comme dirait l'autre. Ouais. Un tueur à gage qui jouait par Forest Whitaker et qui vit selon les préceptes du Bushido. Oui, il a le code de samouraï pour tuer les gens Voilà. Enfin, ses victimes. Ses victimes. Et Jim Jarmusch oblige, c'est un film très lent, très contemplatif. Qui s'appuie énormément déjà sur son acteur principal. Qui est complètement habité par ah ce oui, qu'il fait, il est Forest Whitaker, enfin d'une manière générale, Forest Whitaker c'est un acteur quand il a un rôle à sa mesure, il peut être vraiment complètement quand il est impliqué quoi. Quand Ouais. il est impliqué, quand on Voilà, lui donne un vrai machin à faire, il est vraiment bon. Les fans de The Shield ne me feront pas mentir, mais voilà. Et là, il est sur une composition. En plus, c'est marrant parce que c'est là que tu vois que Whitaker, il peut jouer vraiment. Enfin, quand il est vraiment dedans, il peut jouer vraiment n'importe quoi. Et là, il est sur un spectre très en retenue, très, très intériorisé, et il est parfait, quoi. Et c'est peut-être son premier grand rôle au premier rôle, quoi. J'ai Oui, l'impression. en tout cas, dans mon souvenir, c'est vraiment le rôle en lead qui a fait reconnaître aux gens que ah ouais, quand même, quoi. Tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment là où en tout cas aux yeux de plein de monde, et on s'est dit, Forest Whitaker, il y a un truc quoi. Et moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce film, c'est que lui-même, Ghost Dog, enfin donc Forest Whitaker, il respecte le code des samouraïs, mais les autres ne respectent pas, et c'est assez intéressant cette espèce de mélange, parce qu'il se trouve, ça se passe en plein New Jersey, quoi. C'est complètement abscon comme Oui, c'est ça. En fait, situation. c'est ça qui est intéressant, c'est que, enfin, lui, c'est une contrainte qu'il se met, enfin, parce que voilà. Et justement, tu vois cette espèce
de personnage qui est quand même un tueur, mais qui est dans une espèce de bulle de zen, alors qu'autour de lui, effectivement, t'as tout un environnement en pleine décrépitude, en proie, voilà, vraiment, enfin, tu vois, c'est vraiment déprimant, toute la ville dans laquelle il évolue, et lui, il arrive à, justement, grâce à ça, tu vois, t'as un côté vraiment très planant, et le contraste est vraiment chouette, quoi. Et il y a un truc on ne peut pas passer, c'est quand même les musiques de RZA. Oui, ouais. Et les musiques de RZA, alors Jim Jarmusch a vraiment eu du nez, il a pris vraiment le plus gros producteur de la côte est de l'époque, RZA, donc le producteur et mentor, enfin pas mentor, mais plutôt le leader des Wu-Tang Clan. Des Wu-Tang Clan, ouais. Et il en a fait la BO. Il a demandé de lui faire la BO, une BO qui est vraiment très organique par rapport à son sujet. J'ai rarement vu un sujet dans lequel la BO justement se marie parfaitement avec le sujet, quoi. C'est vraiment c'est un chef-d'œuvre, hein, pour moi. En termes, de toute manière, RZA au cinéma, c'est un peu plus compliqué, mais oui, non, mais en termes de synergie, image, son et sens, c'est vrai que en plus, c'est un film, c'est dur à raconter parce qu'il faut vraiment le voir pour le vivre, quoi. Est-ce que tu sais que RZA a tourné un film il y a pas si longtemps? Oui, je sais, oui, bien sûr, ouais, c'est L'homme au poids de fer. Man with Iron Fist, ouais, je sais bien, ouais. Et avec Russell Crowe qui fait des cunis subaquatiques à des esclaves sexuels. Genre vraiment, c'est un film débile. Et RZA a quand même une culture, on peut pas le nier, Wu-Tang Clan, c'était quand même une fascination pour l'Asie, oui, bien sûr. 26 Chambers et tout ça. C'est vraiment, enfin, c'est un mariage presque naturel quand tu le vois à l'écran. C'était l'homme de la situation, en tout cas, tu vois, c'est... Ouais. Donc, Ghost Dogs va aller très haut dans notre liste, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est mieux que Street Fighter, ouais. Je pense aussi, ouais. C'est Street Fighter baisse alors qu'il était quatrième et maintenant il est déjà cinquième. Mais bon, il est normal d'avoir un peu des films un peu de... Alors, je le mets sous Sixième Sens. Est-ce que je mettrais au-dessus de la haine ou pas? On peut le mettre au-dessus de la haine, histoire de... On peut le mettre au-dessus de la haine, je pense que ça choque pas, quoi. Et non, à mon avis, je pense que ça peut être sa bonne place. Ouais, je pense que je regarderais plus volontiers Ghost Dog que la haine, je pense. Mais bon, Ghost Dog, la voix du samouraï, est donc le 4e meilleur film des années 90. Ouais, tout à fait. Attention, prépare-toi, on a encore un top shooter, là. Et le 2e film de la liste de Raphaël, c'est Fargo. Oh putain, Fargo. Oh là là, les frères Cohen, quoi. Et j'aime autant te dire que j'ai revu Fargo la semaine dernière en 4K, puisqu'il est ressorti. Il est ressorti. Non mais Fargo, c'est extraordinaire. Et quel film extraordinaire. Moi je l'ai revu. Extraordinaire. Moi je l'ai revu l'année dernière quand je me suis lancé dans la série, en fait. Je me suis fait le film et la série dans la foulée. Et quel film, enfin... Ce film, enfin l'histoire, c'est l'histoire d'un vendeur il est vendeur de voitures, c'est ça, hein, ouais. Concessionnaire qui est marié à une femme avec laquelle qu'il n'aime pas vraiment, on va dire. Enfin, il est plutôt c'est un mariage, quoi. Voilà, il est plutôt encrouté dans sa routine, etc. Et ce qui n'est pas ton cas, tu vois. Ouais, exactement. et il a besoin de pognon, et en fait le père de sa femme est très riche, mais il refuse de lui en donner parce qu'il est considéré comme de la sous-merde. Et du coup il décide d'organiser l'enlèvement de sa propre femme pour rançonner le père, quoi. Et évidemment ça tourne mal. Évidemment ça tourne assez mal parce que il engage quand même deux abrutis, enfin pas deux abrutis mais deux personnages, on va dire, particuliers pour faire le job. Il engage des petites frappes, quoi. Des petites frappes qui sont jouées par Steve Buscemi et comment il s'appelle, Stormare. Peter Stormare. Peter Stormare. Et qui sont incroyables dans leur rôle. Enfin c'est... Et tu retrouves tous les frères Cohen, c'est-à-dire t'as cette violence, mais t'as aussi ce côté la vie chez les ploucs, des personnages complètement hallucinés, des situations... Les plans, il y a les personnages ubuesques, des personnages hauts en couleur. Personnages en couleur, et le cadre aussi, enfin le cadre glacial de la ville de Fargo qui est super bien utilisé. On peut pas ne pas parler de Roger Deakins qui est leur directeur photo. Ouais, c'est... Et un mec qui est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Enfin, ce film, enfin... C'est un très grand film. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est très très grand. Et c'est un film qui, en plus, je l'ai revu là. C'est un film qui te reste au fond de toi-même. Ah ouais,
c'est cruel, c'est drôle, enfin, vraiment c'est un film, vraiment c'est un film complet. Enfin, et tu peux le revoir des dizaines de fois sans jamais te lasser, quoi. Et bah écoute, moi c'est ce que j'ai fait et tout. Et il est considéré mineur parce qu'il y a eu Big Lebowski et enfin tu vois et Barton Fink qui a vraiment eu les honneurs kennois. Mais celui-là, il a vraiment, il y a un truc. Je pense des films, si on peut couper la carrière des frères Cohen, et je pense que les frères Cohen sont les plus grands réalisateurs en activité en ce moment. Si on peut délimiter, c'est un des meilleurs de la première période, quand même. Ah oui, non, mais moi aussi, enfin, c'est un film. Et alors, tu sais quoi? Je sais qu'on en parlait quand on marchait dans les montagnes, mais c'est un film qui alimente en plus ma théorie de Michael Bay essaye de faire du frère Cohen, puisque Steve Buscemi reviendra dans toutes les productions Bruckheimer. Michael Bay. À la même période, tu le retrouves d'ailleurs dans Armageddon, tu vois. Dans Armageddon, dans Con Air. Enfin vraiment, et il revient très très régulièrement enfin dans toutes les productions Michael Bay, et alors que Stormer, donc qui est son acolyte, bah lui il revient dans Armageddon. Voilà. Bah même ta Frances McDormand. Il revient dans Bad Boys 2. Enfin je veux dire, le mec a été complètement ces mecs-là, genre je pense que Michael Bay il regarde tous les films de frères Cohen, il se dit je veux ces gars. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, son film là avec Dwayne Johnson et Mark Wahlberg. Ah, il est dans Pain and Gain. Voilà, Pain and Gain, c'est vraiment effectivement Michael Bay qui essaie de faire son frère Cohen à lui, quoi. Mais Peter Stormer joue dans Pain and Gain. Mais oui, bien sûr. Effectivement, il y a un vrai lien. Et même Frances McDormand qui joue donc la fliquette de Fargo. La fliquette en 5 est légèrement euphorique tout le long du film. C'est génial. Elle est extraordinaire. Tu la retrouves après dans Transformers 4. Enfin voilà, Et tu sais ce qui est génial avec cette meuf, c'est que pendant tout le film, il y a que elle qui comprend ce qui s'est passé, quoi. Et tout le monde. Et quand notre flic lui donne une note, il fait you're making bad police work, tu vois, genre. Oui, c'est génial, c'est que c'est une femme flic enceinte. Donc enfin tu vois, sur l'échelle sociale c'est déjà très bas de point de vue de certains hommes, et justement c'est la seule à capter, c'est la seule à avoir la jugeote nécessaire pour voir ce qui se passe, et en fait personne la prend au sérieux, quoi. C'est ça la magie de ce film, c'est qu'il s'intéresse à des gens que d'habitude la caméra ne daignerait même pas filmer, quoi. Ouais, enfin bref, c'est un film génial, quoi, il y a pas d'autre mot. Ah non, c'est clair. Et puis le comment il s'appelle, le vendeur de bagnole là, c'est comment déjà, c'est H. Macy. H. Macy, ouais, William H. Macy, ouais. Et est-ce que tu sais que pour avoir le rôle, il a tout fait, et il est allé voir les frères Cohen à New York, et il leur a dit non mais moi je veux ce rôle, c'est mon rôle, ne le donnez à personne, sinon je viendrai et je tue vos chiens. Et je crois que les frères Cohen putain, mais quand je vois le drama de ce personnage, putain, j'adore ce film. Ouais, il est vraiment génial. Et c'est pour ça que je le mets au-dessus de moi je le mets au-dessus de Truman Show, enfin. Tu mets au-dessus de Truman Show. Moi j'hésite même pas. Allez, au-dessus de Truman Show. Fargo, meilleur film des années 90. Ouais. Allez, hop, on vraiment extraordinaire. Et je pense que pour battre Fargo, il va falloir un autre film des. Bon, après, il reste encore beaucoup de chefs-d'œuvre. Il y a quand même pas mal de trucs. Hein, il reste encore d'autres films des frères Cohen. Hein. Il reste encore d'autres films des frères Cohen, c'est vrai. Et c'est même pas mon film des frères Cohen préféré. Et je crois pas que non plus c'est le mien, tu vois. Ah non, c'est même pas. Il est même pas dans mon top 3. Ah si, moi aussi, quand même, il est dans mon top 3, moi. Bah, écoute, on va avoir un autre film pour voir s'il va pointer aussi haut. Donc le 3e film de la liste de Raphaël. C'est donc couleur rose, maintenant noir, blanc, rose. Couleur rose, évidemment, c'est Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Voilà, Quentin Tarantino, qui fait d'ailleurs qui est un remake d'un film hongkongais de Ringo Lam. On en parlait la dernière fois. Donc le film qui s'appelle The City on Fire. C'est un soft remake. Je crois qu'il est pas crédité. Non, il est pas du tout crédité. Bah, en fait, non, bien sûr. En fait, il prend juste. En fait, si tu veux, il prend les 20 dernières minutes de City on Fire, et en fait, il en fait un film entier. Voilà, c'est exactement ça. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un braquage qui tourne mal. Et en fait, les gangsters sont censés se retrouver dans un entrepôt après le braquage. Et ça a mal tourné. Et ils découvrent qu'il y en a l'un d'entre eux qui est un flic infiltré. Et puis, bah voilà, c'est des gangsters, c'est des grandes gueules. Évidemment, ça dérape assez vite. Et alors, quand Tarantino réalise ce film, c'est donc son premier gros breakout movie.
il y a ce film alors qu'il a signé le scénario de True Romance. Oui. Qui est un peu un des meilleurs Tarantino qu'il n'a pas réalisé, quoi. Oui, c'est. Moi, j'adore True Romance. Ouais, mais et Reservoir Dogs, c'est marrant aussi, c'est que quand il l'a tourné, Tarantino savait pas encore si son film allait finir au cinéma ou à la télévision. Et donc, en fait, pendant le tournage, en fait, il passait son temps en fait, il a cadré son film à la fois en 4/3 et à la fois en panoramique, en se disant merde, si mon film échoue à la télévision, faut absolument que même à la télévision, il ait de la gueule. Et donc c'est marrant parce que t'as une édition de DVD qui propose le film dans les deux cadrages et qui explique un peu tout ça, et tu vois en fait déjà toute la folie, enfin pas la folie, mais en tout cas la volonté de perfectionniste de Tarantino à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire que le mec, alors qu'il est jeune débutant, quoi. Alors qu'il est juste jeune débutant, et qu'effectivement voilà, il commence tout juste dans le métier, il n'est pas du tout l'aura encore qu'il a aujourd'hui. Et puis d'ailleurs le film était vachement décrié pour sa violence à l'époque. Enfin, il était qualifié de tous les noms, quoi. C'est un film dont le budget paraît ridicule aujourd'hui. Il l'a fait pour $1 million, quoi. Ah ouais, mais c'est, et là encore, et le nombre de stars qu'il a réunis, oui, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que tu vois aussi son talent de directeur d'acteur. Enfin, t'as Michael Madsen, t'as comment il s'appelle, Steve Buscemi. T'as Steve Buscemi aussi. T'as Tim Roth. T'as Harvey Keitel. Enfin, et t'as Quentin Tarantino aussi qui joue un rôle dedans. Il joue Mr. Brown. Il joue Mr. Brown, like Mr. Shit. Et enfin ouais, le casting est fou, et ils sont tous super bons. Et tant mieux, parce que c'est un huis clos qui repose vraiment énormément sur les tensions, les dialogues entre les personnages. Et tu vois déjà tout le talent de directeur d'acteur de Tarantino à l'œuvre. Et on peut dire aussi que c'est l'influence de ce film. D'abord parce que c'est lui qui met Tarantino sur le devant de la scène, voilà, et qui va lui permettre de faire d'autres classiques. Enfin, la manière dont il structure son film, c'est-à-dire cette espèce non linéaire. Voilà, et la narration éclatée. Et puis t'as déjà l'appropriation culturelle, c'est-à-dire la réutilisation de vieux tubes. De références pop culturelles que les gens ne font pas d'habitude. Voilà. Enfin, le film s'ouvre sur un dialogue à propos de Like a Virgin de Madonna, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà. Et ça place vraiment déjà un style que t'avais pas dans les années 80, et qui là commence à naître avec ce film-là, quoi. Eh bien, écoute, pour toutes ces, enfin, et en plus, c'est un super film. Ah oui, c'est un super film. Et en plus de tout ça, quoi, genre, en plus, c'est oui, c'est super tendu, c'est super bien réalisé. Genre, c'est un classique, et je préfère beaucoup de celui-là à beaucoup de ses plus récents, quoi. Ah bah oui, mais de toute façon, la meilleure période de Tarantino, ça reste les années 90 malgré tout. Enfin, je veux dire, ouais. tu peux pas. Ah non, mais il a tout donné dans les années 90. Les années 90, enfin, tu prends les films qu'il a fait dans les années 90, bah c'est meilleur, quoi. Ouais. Écoute. Alors le vrai problème, c'est qu'on va voir d'autres Tarantino par la suite, en fait. Ouais, et il faut s'y préparer, et en même temps, je le mets entre Sixième Sens et Ghost Dogs. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Ça te va bien ? Ouais, mais vraiment, enfin, voyez-le si vous l'avez pas vu. Enfin, c'est. Ah non, bien sûr. Et puis surtout si vous connaissez pas le film. Le film dont il s'est inspiré. Ah oui, aussi, voilà. Et regardez City on Fire si vous aimez Reservoir Dogs et tout. C'est vraiment très bien. Eh bien, et donc, il rentre, attends, si je compte bien, il rentre cinquième meilleur film des années 90, ce qui est vraiment pas mal. On remercie Raphaël Tellier. Merci beaucoup pour sa liste. Excellente liste, vraiment là. Et donc, j'allais dire, est-ce qu'on garde? Ah non, allez, on va un peu une liste française, allez. On va prendre la liste de Jaroneko. Et il nous a fait The Badass French Movies. une liste en anglais. Déjà, merci pour la liste. Et merci Jaroneko. Et le premier film de sa liste, c'est Bernie. Oh putain, alors ça c'est un film que je vais le dire sans détour, que j'adore. Enfin vraiment. J'adore Bernie. Sans aucune retenue. Sans aucune retenue, pareil. C'est le premier film au cinéma d'Albert Dupontel. Albert Dupontel, à l'époque, c'était un comique qui faisait du stand-up. C'était un comique de stand-up, et il était déjà connu pour être un comique, enfin pour avoir des spectacles de stand-up assez particuliers, avec un humour très trash, etc. Et Bernie, en fait, c'est l'histoire d'un orphelin qui sort de son centre de, comment ça s'appelle,
il est à la DAS. Voilà, qui sort de la DAS. De la DAS, ouais. Et qui apprend à vivre tout seul, sauf que le type, c'est un dégénéré complet. Enfin, t'as cette fameuse phrase, je m'appelle Bernie Noël, j'ai 29 ans, bientôt 32. Et en fait, c'est le monde des années 90 vu à travers un prisme de mec. Voilà, le prisme d'un mec complètement fou. Enfin, vraiment. C'est un débile. Ouais. C'est un débile, et en plus, c'est un débile dangereux. C'est surtout ça. C'est un débile dangereux. Et les situations, les dialogues. Il est sans aucune retenue de sa violence. Oui, c'est un film vraiment méchant. Enfin, t'as des gens qui sont assassinés à l'appel. T'as des dialogues complètement barrés entre la mère, parce que finalement il finit par retrouver ses parents. Son père est vraiment un bon à rien, alors que sa mère s'est remariée avec un homme riche. Et son père lui monte la tête en lui disant que c'est elle qui l'a abandonné, parce qu'il était abandonné dans une poubelle. C'est ça le point de départ du film. Son père qui est joué par Roland Blanche. Qui est joué par Roland Blanche, et Roland Blanche qui est genre complètement surexcité. Extraordinaire. C'est un de ses, qui a beaucoup joué. C'est un de ses meilleurs rôles tardifs. Voilà. Et enfin, pour dire l'humour qui plaît pas tout le monde, mais moi une de mes scènes... sa mère est jouée par, je crois que c'est Hélène Vincent. Ouais. Et voilà. Et une de mes scènes préférées, pas une scène clé, mais à un moment donné, il rencontre Claude Perron, donc une jeune femme avec laquelle il se lie, et le père de Claude Perron meurt devant ses yeux. Et puis genre elle se regarde comme ça, tu sais, genre complètement perdu, what the fuck, et elle fait c'était mon père, et puis il le regarde, il fait vous le connaissiez depuis longtemps, voilà. Et voilà, ça me fait hurler de rire à chaque fois, je suis désolé. Moi ce qui me fait le plus rire, je crois que c'est la baston entre le père et la mère. Ah bah oui, mais oui. Et elle lui tranche le bras et fait fini la branlette, et fait je m'en fous, je suis gaucher. Voilà, et pour dire à quel point c'est un film de son temps, ça se termine par une chanson de Noir Désir d'ailleurs, Bernie. Voilà, merde, moins 10 places. T'es fou. Noir Désir, le plus grand groupe de rock français qui a jamais existé. Bah au moins t'as pas dit téléphone, donc tu remontes dans mon estime. Ouais, bien sûr, non mais évidemment que j'ai pas dit téléphone. Attends, j'ai du goût quand même. Écoute, moi j'adore ce film. Film. C'est un film, enfin, c'est d'une méchanceté absolue, vraiment. Et j'aime tellement ce film va aller au-dessus de Street Fighter. Oui, exactement. Et je pense que c'est une bonne place au-dessus de Street Fighter. Est-ce que... Alors, je regarde... Si tu le mets... Moi, La haine, Ghost Dogs... Putain, on est en train de parler de Bernie et on parle de... Moi, je mettrais quand même pas au-dessus de La haine, tu vois. Je le mettrais pas au-dessus de La haine, mais je m'aurais pas mis au-dessus de Réservoir Dogs, quand même. Non, impossible, non, quand même. Non, faut pas... Mais Bernie... Ouais. C'est quand même le deuxième meilleur film français de notre liste. Voilà, c'est... Oh là là, que de chamboulement dans le top quand même. On va le relire. Premier Fargo, deuxième Truman Show, troisième Silence des agneaux, quatrième Sixième Sens, cinquième Reservoir Dogs, sixième Ghost Dogs, septième La haine, huitième Bernie, et neuvième Snake Eyes, et dixième Street Fighter. Street Fighter est encore dans le top 10. Donc il est presque à la moitié là. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui nous arrive? Et deuxième film de cette liste Badass French Movies, c'est Delicatessen. Ah, Delicatessen de Caro et Est-ce Jeunet. qu'on peut dire juste un truc, c'est que à quel point les autorités du cinéma, enfin les Césars et tout ça, ont été ingrates envers Albert Dupontel. C'est à tel point qu'il est anti-système, il a quasiment rien vu à part bien sûr. Genre meilleur scénario ou quelque chose comme ça. Oui, non, bien sûr, c'est le cinéma qui le mérite ne sera jamais récompensé. Non, bien sûr, il est pour le coup, il est vraiment en dehors de tous les standards qu'attendent les académies de ce genre-là, tu vois. Et un jour, et quelque part, c'est aussi sa récompense que ces gens-là l'ignorent, tu vois. Ouais, et un jour, on le sait, on aura raison. Mais oui, bien sûr. Ah non, mais c'est clair, genre, si tu ne piches pas Bernie, tu ne piches pas Super Ciné Battle, je pense. Delicatessen de Caro et Jeunet. C'est pas leur dernier film ensemble. Je crois qu'il y a eu ensuite La Cité des Enfants Perdus, il me semble, après. Enfants Perdus, ouais. Et Caro et Jeunet, bah du coup, c'était un duo un peu à part aussi dans le cinéma français de l'époque. Ils avaient un univers vraiment très particulier que tu retrouvais chez personne. Aidé par la gueule des acteurs. Ils avaient Dominique Pinon. Dominique Pinon, c'est leur, enfin, ouais. c'est le style Caro et Jeunet. C'est et Dreyfus et Jean-Claude Dreyfus. Voilà. C'est un cinéma qui aime bien les gueules et les trucs vraiment décalés aussi. Et les gens diraient sombre et poétique. Et je me souviens que à l'époque j'éctais Le Masque et la Plume. Le Masque et la Plume était complètement hermétique à ça, quoi. Ah bah oui. Alors c'est pareil, c'est pas étonnant. Pour eux, c'était de la merde. Ils disaient que c'est des trucs. Oh là là,
vraiment du cinéma BA, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Ah non, c'est non. Et alors le pitch, c'est en fait, c'est la vie d'un immeuble de gens un peu légèrement doudingues qui s'organisent autour du boucher charcutier qui est en face, qui est donc joué par Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus. Ouais. Et t'as une galerie de personnages qui défilent, et je me rappelle plus en fait exactement Alors, je pourrais plus te dire le fonctionnement. Je me souviens qu'il y avait une boîte à meux. Oui. Il y avait un fabricant de boîtes à meux, et je me souviens de la scène de baise où tout l'immeuble est rythmé par rapport au bruit de ressort du lit de Jean-Claude Dreyfus. Ouais, exactement. Enfin, Et genre, ça m'a beaucoup marqué à l'époque. tu m'étonnes. Et alors, c'est quand même un film. Je dirais pas que c'est un film important parce que je voudrais pas le surévaluer. Mais c'est un film qui a quand même le charme d'une époque, quoi. C'est le film où tu sens, et on en parle, ça se voit dans les listes qu'on nous envoie. On nous envoie plutôt Dupontel, on nous envoie plutôt Caro et Genet, on nous envoie Yann Kounen. C'est vraiment le cinéma qui est absolument en marge de type de production. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les années 90, enfin, avec tous les films français qu'on a abordés jusqu'à présent, c'est le moment où le cinéma français produit des trucs bizarres. Et dans plein de domaines différents, parce que là on est quand même très loin d'un Doberman ou de la haine, quoi. On est sur un registre beaucoup plus effectivement beaucoup plus poétique, beaucoup plus tendre. Voilà, il est presque tendre. Exactement. Voilà. C'est sale mais c'est tendre. C'est sale mais c'est tendre. C'est ce que je dis aussi. Mais et en plus lui a eu droit quand même à quelques récompenses. Je vois qu'il a eu quelques Césars. Ouais, d'ailleurs, et par la suite aussi Genet et Caro, enfin la Cité des Enfants Perdus, quand il est sorti, c'était un événement parce que on les attendait on les attendait, tu vois. Même s'ils faisaient un cinéma bizarre, on a fini par les respecter malgré tout. Et ils étaient plus forts ensemble, j'ai l'impression. Ah oui, pour moi il y a même pas photo. Déjà Marc Caro, sa carrière tout seul, c'était au cinéma, c'était plus que compliqué. Il n'a pas fait grand chose. Il a fait Dante 01. Dante 01. Voilà. Et Genet, honnêtement, je n'aime pas du tout Genet. Moi, j'ai pas vu le dernier, l'extravagant voyage. Ah non, mais en dehors d'Amélie Poulain. Micmac attire à l'arigot était. Et Long dimanche de fiançailles, c'était. Après, il a fait le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un film. Mais en plus, je pense que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est vraiment le film dans lequel Genet est à la fois le plus sincère et où du coup ça fonctionne le mieux, quoi. Mais sinon le reste, bref, je parlerai même pas de son alien, quoi. Tu parles pas de son alien. Mais je crois que tout le monde lié à ce film et parlait. Je lisais hier des anecdotes de Josh Whedon qui a été appelé pour faire du script doctor sur Alien, et il dit que c'était un très très mauvais moment à passer. Mais pour le spectateur aussi, c'était un très mauvais moment à passer. C'était compliqué, on va dire. Ouais. Écoute, où est-ce qu'on va mettre Délicatessen ? Alors il va quand même relativement. C'est un film qui. Non, je le mets au-dessous de Doberman. Hein. Tu le mets au-dessous de Doberman ? Ah ouais, je mets Doberman bien au-dessus. Moi, je le mettrais quand même. Moi, je le mettrais au-dessus de Face Off. Non. Ah non. Et j'ai essayé, hein, tu vois, j'ai essayé de tendre le piège. Ah non. Non, parce que je sais que Face Off, c'est au-dessus de Con Air, et Con Air, je crois que je vais tout faire pour que Con Air remonte dans ce top. Alors sinon, on peut le mettre entre Con Air et Doberman. Non, je préfère Doberman quand même. Mais au-dessus de The Mask, je veux bien, parce que au-dessus de The Mask. Alors, au-dessus de The Mask, ça marche. C'est pas une mauvaise place. Voilà, Délicatessen. Mais c'est pas un film que j'aime pas, hein. C'est juste que il faut le voir à sa juste valeur. Et le dernier film de cette liste de Jaroneko, c'est Tati Daniel. Oh, Tati Daniel. Qui est la plus badass, précise-t-il. Ah, mais oui, mais évidemment qu'elle est plus badass. Alors, Tati Daniel, c'est pareil, c'est aussi un film très méchant, hein. Et c'est un truc qu'on voyait pas à l'époque, c'est-à-dire, c'est une personne âgée horriblement mesquine. Oui, en fait, mais c'est tout le film. C'est Étienne Châtiez. Faut quand même savoir que son terreau principal, c'est la famille, et la famille pas dysfonctionnelle, mais la famille qui se déconstruit. Qui s'autodétruit. Et Tati Daniel, c'est ça, c'est l'histoire de la matriarche d'une famille un peu bourgeoise, et qui en fait est odieuse avec tout le monde. Elle est voleuse, elle est capricieuse, elle est menteuse, parce que t'as la bonne qui est jouée par Catherine Jacob, pas par Catherine Jacob, t'as la bonne qui est jouée par
Ah, je sais plus, parce que Catherine Jacob joue sa fille, c'est ça? Ouais. Je crois que Catherine Jacob joue sa fille. Il y a Isabelle Nanty. Isabelle Nanty qui joue celle qui va la garder. Oui, voilà, qui va la garder. Ouais. Et elle est un espèce de duel. Voilà, c'est Isabelle Nanty qui va se former entre ces deux femmes. Parce que l'autre, la vieille, elle est absolument bonne. Et en plus, c'est marrant. Isabelle Nanty au summum Voilà. de son acting game. Et par défaut, effectivement, la plupart des gens ont tendance à croire les petits vieux, etc., machin, alors que c'est un monstre de haine, quoi. Il y a cette scène où elle littéralement, elle fait exprès de s'oublier partout. Et sans l'air de rien, quoi. Oui, l'air de rien, voilà, elle pisse, elle chiche dans le canapé, enfin, tu sais, c'est genre, la vieille que t'as envie d'égorger, et en même temps, elle sait qu'elle est vieille, et elle sait qu'elle a que les gens le regardent avec une certaine compassion, et elle en profite, enfin, c'est un personnage vraiment génial, quoi. Et puis, le rôle est porté par Tilda Shilton. Ah oui, C'est le rôle de sa vie. Elle est extraordinaire, Tilda Shilton, là-dedans, enfin, vraiment. Elle est extra, elle est vraiment, genre, et elle donne une humanité à un personnage absolument horrible. Oui, quoi. oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que. Et s'il faut le dire sur Châtillès, j'ai un grand souci avec Châtillès, c'est que c'est un cinéma de caricature. C'est-à-dire que tu vois, dans La vie est un long fleuve tranquille, c'est des griffes, c'est vraiment comme des coups de griffes, c'est comme des caricatures au sens propre, comme dans les caricatures de journaux. Oui. Il aime la société. Je l'apparente beaucoup à Sampé en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, il y a un truc vraiment de tradition française de caricature, de presse, de comme dans les journaux. Et je pense que c'est le dernier film de Châtillès qui avait ça. Ouais, parce tout à que fait. au fur et à mesure, ça s'est perdu. Si t'as encore un peu Tanguy, t'as encore un peu Tanguy qui a quand même ce côté-là. Tanguy, la fin de Tanguy est vraiment très très compliquée, quoi. C'est pas du tout un film qui a la même place. Oui, non, bien sûr, Autant La vie est un long fleuve tranquille est un film qui me gêne pour toute sa portée intellectuelle, c'est-à-dire que le déterminisme social, que finalement tu seras toujours un plouc, qui que tu sois, parce que c'est t'as des gènes de plouc. C'est ce que j'en ressors, tu sais, parfois. À chaque fois que je vois ce film, je dis putain, comment j'ai pu l'aimer quand j'étais gamin, alors que c'est un film qui me débecte pour tout ce qu'il véhicule, quoi. Et là, il se contente juste de décrire les gens. Et c'est pour ça que c'est un film beaucoup plus fort que La vie est un long fleuve tranquille, pour moi en tout cas. C'était mon rant. Voilà, tout à fait. Je t'ai laissé ton moment. Écoute, je le vois quand même assez haut. Je vois au-dessus de Délicatessen. Oui, bah oui. Bah même Tatiana, je le vois au-dessus des ailes de l'enfer. Attends quand même. Ouais, je vois au-dessus des ailes de l'enfer. Même si les ailes de l'enfer. Même si les ailes de l'enfer, voilà. Même si t'as vu tous les mecs. Je le vois au-dessous de Bernie. Ouais, au-dessous de Bernie quand même, ouais. Et allez, écoute, entre Snake Eyes et Street Fighter. Ça me semble parfait. Pour Tati Daniel. Elle est plus badass que Raoul Julia en bison, tu vois, quand même. Oh bah oui, écoute, c'est vrai. Mais c'est encore des vieux qui sont en pleine possession de leurs moyens, de leur acting. C'est ça. Alors je regarde le temps qui nous reste. On va peut-être se faire encore une liste. Ah oui, encore une liste, Daniel, s'il te plaît. Ah putain, j'avais tellement de listes puissantes là. Est-ce qu'on s'en fait une ou deux? Allez, c'est le moment où on décide. Tu me demandes, pour moi on en fait deux. Attends, allez, on en fait deux. Bah oui, allez. Allez, écoute, je vais prendre cette liste de Claude Girolet. Merci, Claude Girolet. Et c'est une très bonne liste qui s'appelle Merci Roland pour le popcorn. Et le premier film de cette liste, tu le devines, c'est Stargate. Eh oui, Stargate, Roland Emmerich. Écoute, voilà, c'est des listes de Roland. Stargate, donc pour les plus jeunes, enfin non, même j'allais dire les plus jeunes ils savent pas, mais pour certaines personnes un peu plus jeunes que nous, c'était un film avant d'être une série, parce que par la suite c'est devenu une série qui était très populaire. Mais il y a toute une chronologie officielle, attention. Oui, ouais. Et Stargate, c'est un film de science-fiction avec une porte des étoiles qui permet de voyager dans différents mondes. Et c'est avec Kurt Russell, c'est avec James Spader. Et James Spader à l'époque où il était en plus, top de son game, quoi. Ce qui est génial, c'est que c'est l'époque où James Spader c'était le mec de Sex Mensonge et Vidéo. Sex Mensonge et Vidéo, voilà. C'était l'époque où James, aujourd'hui, enfin, il a été genre complètement oublié par Hollywood, hein, autant le dire tout de suite. Ouais. Et alors qu'à l'époque, c'était genre l'acteur en vogue, quoi. Et c'est assez curieux de voir la trajectoire qu'il a eu, quoi. Et d'ailleurs, c'est mon regret, c'est qu'on n'a pas parlé de Sex Mensonge et Vidéo dans les années 80. Ah, mais on y reviendra. Voilà. Écoute, c'est un film un peu problématique parce que genre
Il se passe tellement de trucs et c'est le début de cette esthétisation SF de l'Égypte ancienne qu'on verra dans Gods of Egypt et tout ça. Voilà, c'est problématique parce que déjà c'est Roland Emmerich. Et Roland Emmerich, de manière générale, c'est pas un réalisateur qui fait des trucs extraordinaires non plus, mais c'est un film très premier degré pour du Roland Emmerich. Ouais. Genre il y a pas de sous-texte, j'ai l'impression. Il sort en plus tout juste d'Universal Soldier. Enfin, tu vois, c'était. On va peut-être en parler après, je ne sais pas d'ailleurs. Non, tu vois, voilà. Mais voilà, et puis t'as un côté. En plus, t'as un côté vachement fourre-tout, c'est-à-dire que t'as de la SF, mais bon, t'as des Égyptiens. C'est assez bizarre. C'est un film très décousu et c'est un film que j'aime pas revoir à chaque fois. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Je suis pas fan. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé au moment où je l'ai vu, mais bon, j'avais 12 ans. Et en fait, à chaque fois que je le revois, je fais non. Ouais, en fait, à la revoyure, il est très compliqué. Quoi. Bon, en fait, c'est c'est pas compliqué. Il est genre, au contraire, il est vraiment genre. Tu vois, quand j'y pense maintenant, je pense à un niveau genre proche du 5e élément, quoi. Et tu vois, en fait, c'est marrant parce que tu vois que finalement, ce qui manque à Roland Emmerich à cette époque-là, c'est des milliards de choses à faire péter. Il se sentira bien que après, que quand on lui filera plein de jouets à péter, quoi. Stargate reste encore très, très mesuré là-dedans. Et donc, du coup, c'est un film qui, t'as beaucoup plus de storytelling que dans ce qu'il fera par la suite. Et tu vois que, il est pas à l'aise avec ça, quoi. Tu vois le côté dramatique. Oui, il a besoin d'arc narratif. Arc narratif 1, présentation des méchants. 2, destruction. 3, on gagne. Voilà, et c'est exactement ça. Et là, Stargate, c'est. On va pas dire que c'est subtil, mais c'est moins dans ce schéma-là. Et tu vois qu'il est pas à l'aise. Enfin voilà, même si t'as le charisme de Kurt Russell qui est dans le film, et de James Spader qui joue l'intello parce qu'il porte des lunettes. Parce qu'il porte des lunettes et qu'il est un peu moins sexy que Kurt Russell, tu vois. Bon, alors moi je vois ce film assez bas quand même. Hein. Oui, Stargate c'est pas. Est-ce que tu préfères regarder Batman Forever ou Stargate ? Je préfère quand même regarder Stargate, quoi. Bon, ça, écoute. Voilà. Est-ce que tu préfères 5e élément ? Je regarde 5e élément et 9e porte. Je préfère regarder 5e élément, mais pas la 9e porte. Ok, écoute, voilà. Je te laisse Stargate, qui est classé assez bas quand même. Mais attends de voir les autres. De toute façon, Roland, les années 90. Deuxième film de la liste de Claude, c'est Independence Day. Independence Day, dont la suite est sortie il y a pas longtemps au cinéma. Hein. J'en parlerai peut-être dans ma select. D'accord. Independence Day, justement, ça c'est l'explosion du style Emmerich, c'est-à-dire. C'est un film d'une connerie. On fait tout péter. Incommensurable. Ouais, c'est. Qui a fait naître qui a mis en exergue tellement de clichés comme. Il faut que le chien survive. Oui, c'est ça. Où la femme du président est secourue par la stripteaseuse qui est l'épouse de Will Smith. Oh là là, et Will Smith qui sauve en plus c'est un truc dans les années 90. C'est la POTUS exploitation, POTUS pour President of the USA. C'est la POTUS exploitation, c'est-à-dire c'est des films où non seulement les Américains sont badass, mais en plus leur président, c'est the motherfucking badass in chief, quoi. Qui prend un avion et qui va piloter un jet, quoi. Genre le film, c'est des extraterrestres qui arrivent et puis le président, il prend l'avion, il va avec ses troupes et il va leur péter la gueule directement. Lui-même. Joué par Bill Pullman. Il faut que je te dise un truc. J'ai été aux États-Unis juste après la diffusion de ce film, genre en août, et alors qu'il est sorti en juillet là-bas. Et il y a des mecs qui m'ont dit en premier degré que c'est le plus beau speech qu'ils aient jamais entendu. Et ils ont vraiment, et genre, je me dis que si ce film était sorti à l'époque Facebook, les extraits de ce speech auraient été repris sur les profils Facebook des gens. Ouais, parce que voilà, il faut dire que les extraterrestres attaquent lors de, oui c'est ça, ils attaquent, ou alors plutôt que la révolte se fait lors du 4 juillet, donc l'indépendance américaine, et t'as ce fameux speech de Bill Pullman qui s'adresse à la terre entière, mais littéralement. Et toute la terre entière est émue par la puissance du président des États-Unis en ce jour d'indépendance, et du coup décide de se soulever comme un seul homme. Je veux dire, le colonialisme américain à son degré maximum pour aller péter la gueule aux extraterrestres, quoi. Et puis alors ma question c'est est-ce que tu penses que Roland Emmerich était premier degré en faisant ce film ou pas ? Alors c'est un débat qui alimente les conversations depuis 20 ans maintenant. Moi je ne pense pas. Alors moi je pense qu'il l'était pas complètement, en fait. Moi je pense que le fait d'avoir envoyé un noir et un juif péter l'ordinateur central de la station orbitale à l'aide d'un virus, à l'aide d'un Mac, parce que c'est littéralement ce qui se passe. Ils programment
un virus et hop, ils le Putain, voilà. c'est aussi les mecs, ils font l'invasion de la Terre, ils font l'invasion d'une planète inconnue et ils centralisent tout sur un vaisseau. Et puis... Un vaisseau et un Mac suffit pour tout casser. c'est... Ce qui n'arrivera jamais. Hein, c'est pas possible. Rassurez-vous les enfants, s'ils débarquent, on va tous finir comme des... on va tous finir cramés. Hein. Ça n'arrivera pas. Et donc pour moi, ouais, c'est un film. Et en même temps, je pense qu'il fera beaucoup plus de deuxième degré plus tard. En fait, le truc, c'est que Roland Emmerich, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que tu sens qu'effectivement, à partir de ce film-là, tu sens qu'il essaie d'avoir une... Enfin, je pense qu'il est conscient de la connerie de son film, contrairement à... Il passe pour un honneur, Roland Emmerich, auprès de plein de gens. Moi, j'ai pas tout à fait ce regard-là. Je pense qu'il est conscient de la connerie de son film, mais il a pas l'intelligence d'un Paul Verhoeven pour lui donner la portée qu'il faut. Bien entendu. Je pense que si le même film avec Verhoeven, ça aurait été extraordinaire. Voilà, parce que c'est aussi un réalisateur étranger. Lui, il est allemand, Verhoeven est hollandais. Mais le truc, c'est que parfois, il fait des tout petits... Je sais pas si t'as vu 2012, mais oui, genre, je l'ai vu, t'as le mec de la Fox qui se fait balayer par un panneau, genre il y a des... Oui, voilà, il en est au clin d'œil, quoi. Il en est au clin d'œil, mais en fait, mais c'est pas un auteur et il reste malgré tout... il reste malgré tout prisonnier de la connerie de son script. Il n'arrive jamais à s'élever au-delà de la connerie de son script, même si tu sens qu'effectivement, 2-3 moments, il essaye, mais il ose jamais aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, il ose, ou en tout cas, on le laisse pas faire, je sais pas, tu vois, c'est aussi le... Et moi, quand j'étais gamin, j'avais trouvé une manière d'apprécier ce film, c'est genre, tu fermes les yeux pendant le président et tout ça, et tu mets ton Walkman et tu te passes la musique de Macross, et en fait, j'adore les dogfights. Et par contre, en termes de dogfight, je trouve que ça délivre pas mal, quoi. Les scènes où les avions, il y a de la baston, c'est quand même assez chouette. Puis t'en as des tonnes, quoi. Enfin, genre, t'en as partout, quoi. C'est des avions, enfin, tu sais, l'écran est rempli. Et en même temps, par rapport, en plus je l'ai vu, tu sais, genre un très très grand écran dans le 15e arrondissement, donc Kino Panorama. Putain, quand t'es gamin, et on était gamin, genre waouh, je me disais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? J'étais vraiment vraiment impressionné en sortant de la salle. Et quand même, il y a un truc que j'adore, les films catastrophes, en fait. On a une liste de films catastrophes que je passerai le prochain coup. J'adore les films catastrophes et je trouve qu'ils respectent bien les us et coutumes des films catastrophes. Ils présentent plein de personnages secondaires. Ils essayent de te les identifier, au moins que quand ils meurent, il y a une certaine importance quand tu les vois, quoi. Oui, je sais ce que tu veux dire. Et je trouve que en termes de structure de film catastrophe, il se pose assez bien. Mais bon, ça reste quand même America fucké. Ouais, mais est-ce que c'est premier degré ou pas? Moi, je pense que, honnêtement, Roland Emmerich a essayé de faire un truc, mais ça marche jamais vraiment. Et tu vois, par exemple, le speech, il est vraiment full premier degré. Enfin, c'est... Tu sais, t'as même pas un plan de coupe sur un anus de chien ou un truc comme ça qui pourrait te faire dire que... Ouais. Tu vois, c'est vraiment... Tu sens qu'il arrive pas à aller au bout de son truc et ça reste quand même un film vraiment super con, L'impact aux États-Unis est assez impressionnant, puisque en fait, ils ont montré la séquence où la Maison Blanche se fait détruire. Oui. Et ils l'ont montré pendant le Super Bowl. Ils ont dit, est-ce que vous allez rester vivant jusqu'à... Ouais, qu'est-ce que vous allez faire d'ici le 4 juillet, quoi. Ouais. Non, mais... c'est un film important pour l'histoire du cinéma, du blockbuster, mais alors, en qualité, en qualité, on repassera. Ouais. Non, mais il y a des qualités, mais c'est un film qui a fait beaucoup de mal au cinéma, je pense. Je pense qu'il a fait énormément de mal au cinéma, ouais. Et c'est pour ça que je le verrais quand même. Enfin, tu vois. En plus, c'est un film. Moi, à chaque fois que je le revois, tu vois, j'ai de moins en moins de plaisir à le revoir. Enfin, Je le revois quand même au-dessus du 5e élément. Alors juste au-dessus, alors. Mais pas au-dessous de Existence. Voilà. Et bah écoute, ça me va. Ça me va. Voilà. C'est. ID 4. Hop. Sacré Roland. Sacré Roland. Et bah écoute, un troisième film de la liste pour Merci Roland, c'est Godzilla. Putain, Godzilla, quoi. Gros problème sur Godzilla. Ouais, genre, est-ce qu'il y a un gros problème pluriel, on va dire? Ah ouais, c'est... Et on précise, c'est pas le Godzilla de 1914. Hein, c'est le... Non, c'est pas le Godzilla original ou le dernier qui est sorti, c'est Godzilla... Alors qu'il y a tu sais qu'il y a un nouveau Godzilla qui sort cet été. Le Shin Godzilla, ouais, qui... Avec, par Hideaki Anno, le mec d'Evangelion. Ouais. Et J'ai tellement hâte. Et donc là, c'est la version américaine avec Matthew Broderick.
Et Jean Reno qui fait Philippe Rocher qui est un militaire français, parce que le point de départ c'est les Français qui font les essais atomiques. C'est vrai que les Français faisaient des essais atomiques à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque c'était opportuniste. Voilà, c'était toute une polémique justement sur les essais atomiques à Mururoa, relancé par Jacques Chirac. Voilà, relancé par Jacques Chirac. Enfin, c'était un vrai truc dans les news à l'époque qui occupait pas mal de monde. Et effectivement, du coup, il a repris ce fait d'actualité, et puis c'est le point de départ de Godzilla. Et donc t'as Jean Reno qui joue un Philippe Rocher, qui est un soldat de l'armée française qui vient prêter main forte aux États-Unis, parce que mine de rien ils sont impliqués dans le bordel, quoi. Ouais. Alors c'est scénarisé, si je peux dire, toujours par Emmerich, et son camarade Dean Devlin, on en a pas parlé lors du précédent film, mais c'est son acolyte pour à peu près tous ses films. En fait. Oui, tout à fait, ouais. Stargate, c'est lui. Enfin, genre, il était Independence Day, il a co-créé les personnages. Vraiment, c'est un mec important pour Roland Emmerich. C'est son partenaire, c'est son acolyte de combat. Et j'y repense parce que j'ai revu dans le staff du nouveau Independence Day. Je me suis dit, putain, il est toujours dans le coup, quoi, putain. Et autant le dire, c'est vraiment un film de merde. Oui. Genre, sans aucune ambiguïté, il y a très très peu de choses à sauver dans ce film. Non, mais en plus c'est Godzilla post Jurassic Park, donc traité avec un, tu sais, il essaie de faire son Jurassic Park à plusieurs moments, enfin, et tu sais, ces gens, c'est n'importe quoi, enfin, ça marche jamais, quoi. Est-ce que je peux te dire que je me suis endormi pendant le film au cinéma, et j'ai été réveillé par le bruit que faisait Godzilla, puisque à un moment t'as Jean Reno et Mathieu Broderick qui prennent un câble à haute tension à main nue, ils sont dans une voiture dans la bouche de Godzilla et ils prennent un câble à haute tension, ils l'enfoncent dans la gencive de Godzilla, ce qui lui fait lâcher la bagnole, ouais. Genre, et c'est ça qui m'a réveillé, quoi. Quel film de merde, putain, je déteste ce film. Je crois que t'as pas besoin d'en rajouter plus, c'était l'anecdote qu'il fallait. Ouais. Pour justifier que Godzilla va aller très bas dans le classement. Ouais. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que nous qui le détestons, les Japonais le détestent, puisqu'il a humilié pour Godzilla. En plus, oui, enfin, c'est... Et dans Godzilla Final Wars, donc l'avant-dernier japonais, film Godzilla japonais, il y a un Godzilla qui écrase de son pied le Godzilla américain. Donc ça vaut le coup rien de voir ce film, rien que pour ce passage-là, ouais. Je regarde le très très bas de la liste. Ah oui, moi aussi. Je préfère voir Risque Maximum, moi, perso. Je préfère revoir Super Mario Bros. Je préfère revoir Double Dragon. Maintenant, la question se pose, est-ce que Wild Wild West ou Godzilla, quoi? Oh putain. Je mettrais comme Wild Wild West. Enfin, Wild Wild West, c'est un film vraiment, quand je le vois, ça me... je sais pas, je crois que j'ai jamais réussi à le voir en une seule fois, tu vois. Ok, Godzilla est l'avant-dernier film des années 90. Ok, Godzilla. Ah ouais, c'est pas une bonne période. C'est la période où ils essayaient vraiment de faire des blockbusters de merde, quoi. Vraiment. Ah mais en plus, c'était la période roue libre sur les blockbusters, quoi. Enfin, c'est genre... Ils se disaient, on s'en bat les couilles, quoi. Avec nos millions, on va forcément gagner de l'argent. Oui, c'est exactement ça. Il suffit pas de mettre de l'argent pour gagner. Ceci dit, c'est un film qui s'est largement rentabilisé au box-office. Ah oui, bien sûr, il a fait 3 fois son blé. Ouais, bien sûr. Écoute, Godzilla, voilà. Merci pour cette liste. Merci Claude Girolet, tu as presque eu Wild Wild West, là. Ouais, il a failli, t'as deux doigts. Il a failli être détrôné. Et écoute, on a dit qu'on s'en faisait une dernière donc j'avais dit qu'on allait faire la liste de Nicolas Touratier qui nous a fait juste Merci Nicolas. Envoyer les chefs-d'œuvre des années 90. Pour lui, c'est des chefs-d'œuvre. Et non, rigole pas. Simple, encore. Humble. Mais je pense que c'est plutôt des trucs sous-estimés, on va dire. Mais écoute, tu vas me dire ce que t'en penses. Et je crois que c'est la première liste qu'on a reçue quand on a lancé l'appel des années 90. Donc c'est pour ça un peu que je l'ai choisi. Son premier film, c'est Strange Days. Strange Days, Catherine Bigelow, scénarisé par James Cameron et Cameron, à l'époque, son mari. Voilà. Et c'est un film que moi j'aime énormément, Strange Days. L'histoire, c'est peut-être le truc qui va pas dans Strange Days, parce que c'est un gars, en fait, ça se passe autour du passage à l'an 2000. C'est un film d'anticipation. Et en fait, ça a pas très bien vieilli. Ça a pas bien vieilli. Il faut dire que à l'époque, t'avais une espèce de passage au nouveau millénaire qui était, alors que c'est en 2001, c'est pas en 2000 pour la petite histoire, mais bon, bref. Ouais, mais c'était l'époque du bug de l'an 2000. L'époque du bug de l'an 2000, il y avait, voilà, on change de millénaire, une angoisse. Bon, ça c'est peut-être la partie du film qui a le moins bien vieilli, parce que c'est ringard en 2016. Par contre, tout le reste, c'est l'histoire, en fait,
sorte d'un monde où il y a une espèce de comment ça s'appelle de trucs que tu mets sur la tête et qui permet en fait d'enregistrer ce que tu vis, et après en fait les gens s'échangent clandestinement des morceaux de vie des autres. Et notamment il y a un personnage qui est dans un fauteuil roulant, et lui sa cam c'est avoir simplement des morceaux de vie de gens qui courent, voilà, tu vois, et des choses comme ça pour vivre des autres choses. Et ensuite donc un personnage qui est accro à ça et qui va découvrir un complot de grande échelle qui menace l'équilibre mondial. Et c'est joué par Ralph Fiennes, et ce que j'adore dans ce film là, c'est que le personnage de Ralph Fiennes, c'est une loque humaine. Littéralement. Oui, c'est vraiment un flic, et c'est un ex-flic. Un ex-flic que personne ne respecte. Enfin, je veux dire, ouais. Il se fait tabasser. Genre, à un moment donné, il essaie de rentrer dans une boîte ou dans un truc comme ça, puis il se fait tabasser par les videurs. Il essaie de leur proposer une montre pour les acheter, puis en fait, la montre, c'est du toc. Enfin, c'est une loque humaine, et il se fait sans arrêt sauver la peau par Angela Bassett, qui est donc sa meilleure pote dans le film, qui est garde du corps, et c'est elle la vraie badass du film, en fait. Et le rapport entre les deux est mortel. Enfin, moi j'aime beaucoup la dynamique de ce duo-là, quoi. Ouais, et puis t'as Juliette Lewis qui chante. Qui chante ses propres chansons. Ses propres chansons, oui, tout à fait. Donc ça a ouvert une carrière musicale que je ne critiquerai pas parce que je connais pas assez. Je connais pas assez l'œuvre de Juliette Lewis, mais je pense qu'elle est meilleure que. À vue de nez, elle a l'air meilleure que Jared Leto. Non, Emmanuel Seigné. Oh putain, oui, c'est vrai, merde. Elle a sorti un disque. Et et c'est un film, enfin, c'est vraiment pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup, enfin, Catherine Bigelow, sa mise en scène, forcément très influencée par James Cameron, mais qui vraiment fonctionne super bien. Enfin, c'est bien. Qui va gagner ensuite l'Oscar pour Hurt Locker. Pour Hurt Locker, le démineur en français. Ouais. Bien des années après, et déjà à l'époque, un film d'action réalisé par une gonzesse, même aujourd'hui en fait, c'était pas super fréquent, et honnêtement, c'est qu'on leur donne pas, personne leur faisait confiance, et là avec le soutien de James Cameron, elle a pu voilà, et honnêtement elle s'en assez fin, et on voit bien que finalement c'est pas une histoire de testostérone quoi que ce soit, c'est qu'elle s'en sort vraiment super bien, quoi. Ouais, et le script est vraiment génial, parce que le script vraiment il soulève des problèmes d'éthique, de racisme, enfin il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de viols, oui. De viols. Elle touche au problème de viol, du voyeurisme et tout. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment un film d'anticipation, mais c'est aussi un film, c'est vraiment un polar, polar noir, en fait. Oui, c'est un vrai polar noir, et c'est un vrai film sur le rapport finalement à l'ère moderne. Enfin, tu vois, cette vie. Ralph Fiennes, il le joue vraiment comme si c'était pas Dirty Harry, mais tu vois un privé. Un privé. En fait, c'est Mike Hammer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Mike Hammer en post-dépression, vraiment. Ouais. Non, vraiment, il est vraiment super chouette à vivre. Et puis comme dit, enfin, t'as un regard sur la société moderne avec justement ces gens qui vivent finalement par procuration. Mais c'est pareil, c'est avant la télé-réalité, tu vois. Et enfin, c'est vraiment, tu vois, comme quoi on l'a dit avec Truman Show, mais c'était vraiment dans l'air du temps. Et c'était un truc qu'on sentait venir, et puis qui après c'est réalisé, et ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Alors Strange Days, moi je le vois relativement haut, hein, quand même. Strange Days, je le vois entre Bernier et la haine. Entre Bernier et la haine, écoute, moi ça me va. Je pense que c'est la place parfaite. Hop. Ah bah écoute, on est assez d'accord aujourd'hui. Donc ouais, Strange Days, enfin justement tu disais les chefs-d'œuvre, effectivement c'est un film mésestimé des années 90, ou en tout cas oublié par beaucoup de gens. Je pense qu'il mérite vraiment d'être redécouvert, quoi. Ouais, je pense aussi. Deuxième film de sa liste de Nicolas, c'est Dark City. Dark City, Alex Proyas, qui... Disons-le, le meilleur film d'Alex Proyas. Le meilleur film d'Alex Proyas, effectivement, qui sortait du tournage de The Crow, qui est devenu célèbre pour la mort de Brandon Lee, malheureusement. Et Dark City, c'est un super film de rétro SF, en fait. C'est une histoire, c'est l'histoire d'un personnage joué par Rufus Sewell, qui est un acteur. J'adore la gueule de Rufus Sewell, et la dernière fois que je l'ai vu, justement, c'est dans la série là d'Amazon, adaptée de Philippe K. Dick. Comment il s'appelle, Le Maître du Haut Château, voilà, où il joue un officier SS, et il est génial dedans. Et donc voilà, c'est peut-être le seul intérêt de la série, d'ailleurs. Bon, bref. Et Dark City, donc en fait, et c'est pareil, t'as une ambiance années 50, film noir, mélangé à une influence Akira. Enfin,
Et c'est vraiment chouette parce que les deux mamelles du film se mélangent vraiment bien, quoi. Il y a une vraie cohérence, il arrive à créer un monde à la fois unique et à la fois que finalement que tu connais plus ou moins, parce que comme dit c'est les années 50 américaines qui sont la principale influence, et voilà, c'est une histoire d'humanité, enfin c'est avant Matrix. Et c'est aussi une histoire d'humanité soumise et en esclavage à son insu, en fait. Mais cette fois-ci, c'est par des extraterrestres télépathes ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Oui, c'est quand même genre, si tu veux expliquer ce film, à ta décharge, c'est quand même très très fumeux, quoi. Oui, c'est un film d'ambiance plus qu'un film qui a quelque chose à narrer. Oui, c'est un film. Le personnage principal, il se réveille, il a perdu la mémoire, en fait. Et en fait, t'as un rapport justement avec le côté brumeux de la mémoire du personnage et l'univers dans lequel il évolue, quoi. Il est trop proche de Matrix pour l'avoir influencé, mais il y a quand même un prélude de Matrix là-dedans. Oui, il y a une espèce de prélude de Matrix. Enfin, c'est vraiment aussi un air du temps. Puis, esthétiquement, faut le dire, Dark City, c'est super beau, quoi. Et aussi, mine de rien, argument de poids, il y a quand même Jennifer Connelly qui est superbe dedans, quoi. Alors, tout film de Jennifer Connelly est d'être remonté de 10 places. Jennifer Connelly, elle est vraiment... vraiment... Sutherland, à l'époque où il n'était pas encore... Jack Bauer. Shoot the girl first. Ouais. Je vois Dark City assez haut, quand même. Oui, quand même, aussi assez haut. Ouais. Et c'est pareil, c'est un film à redécouvrir, hein, vraiment. Est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous de Strange Days ? Je trouve que c'est au-dessous, quand même. Pour moi, c'est au-dessous aussi. Si on le mettait juste en dessous de Bernie... je préfère voir Snake Eyes au-dessus. Ok, juste en dessous de Snake Eyes, alors c'est pas... Alors, Dark City rentre entre Snake Eyes et Tati Daniel. Voilà. J'adore dire ça. Ce qui n'enlèverait un Tati Daniel. Hein. Ah, ce qui n'enlèverait un Tati Daniel, on est bien d'accord. Et le dernier film de la liste de Nicolas, et j'avais prévu tellement plus de listes, mais bon, en même temps, il faut quand même qu'on rende l'antenne, comme on dit. Il faut que tu ailles t'occuper de tes gamins. C'est Escape from LA. Escape from LA. Je voulais finir sur Escape from LA. Alors Escape from LA, donc c'est la suite de Los Angeles 2013, qui est la suite donc de New York 1997, sorti en 1981. Donc c'est le retour de Snake Plissken avec toujours John Carpenter à la réalisation. Et pour moi c'est un film. On l'a déjà répondu à la question. Il est moins bien que Escape from New York. Il est moins bien qu'Escape from New York. Et c'est un film. Moi, quand je le revois à chaque fois, j'ai vraiment un pincement au cœur parce que tu vois vraiment que Carpenter, il est plus là. On avait dit, il avait été brisé par le système, il avait eu des sursauts, etc. Mais là, tu sens que il y arrive plus. C'est vraiment un film. Quand t'es attaché à John Carpenter comme je le suis, tu regardes ce film, il te fait mal, quoi. Parce que il est déjà sur la fin. Là. Il est déjà sur la fin. Déjà, c'est un film qu'il voulait pas faire. C'est Kurt Russell qui est venu le voir, qui voulait absolument le refaire, etc. Machin. Faut dire que Carpenter a jamais fait de suite directe. Il en a produit et scénarisé, mais jamais fait de suite directe de ses propres films. Alors que certains films l'auraient mérité. Hein, je pense. Oui, bien sûr. Mais c'était un truc qu'il faisait pas, qu'il ne voulait pas faire. C'est par exemple pour Halloween, il a dû insister pour ne pas le réaliser. Et il a juste scénarisé, tu vois. Et c'est un truc qu'il voulait pas faire. Et du coup, au bout d'un moment... Et ça correspond un peu à l'image de mec acariâtre. Voilà, exactement. Et là, il a craqué parce que Kurt Russell, c'est son pote. Et puis, c'était vraiment les années où ça devenait vraiment difficile pour lui. Et je pense qu'il s'est dit, j'ai besoin d'argent. Et ce film-là, comme le premier est culte, ça va cartonner. Je pourrais faire ce que je veux après. L'histoire a été autrement. Et puis Snake Plissken est un personnage attachant aussi. Oui, Snake Plissken est un personnage attachant. Mais déjà, le premier problème du film, c'est que c'est un espèce de pseudo-remake. C'est vraiment... c'est pas le président, mais c'est sa fille. C'est pas New York, mais c'est Los Angeles suite à San Andreas qui était isolé. Le déroulé, c'est quasiment le même. On n'atterrit pas en aile volante, mais on y va en sous-marin. Et vraiment, déjà, c'est un espèce de pseudo-remake, donc c'est problématique en soi parce qu'il marche sur les plates-bandes du premier. Et ouais. T'as plein de moments qui fonctionnent pas du tout. Vraiment. Les effets spéciaux sont abominables, mais même en termes de mise en scène et tout, ça va plus, quoi. Il y a des passages géniaux, comme par exemple la scène du petit Bangkok que je vous laisserai aller voir sur YouTube, qui est pour moi la scène Snake Plissken par excellence. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi je m'en souviens. T'as aussi des trucs, t'as Bruce Campbell qui joue un chef de chirurgien qui voilà, mais
Pour moi, le plus marquant, à part, il y a Steve Buscemi et je pense que. Et Pam Grier aussi. Oui, il y a Pam Grier, mais je pense que Steve Buscemi, qui est quand même dans le premier film de cette liste des années 90, genre, on ne pourra pas dire assez de bien de ce comédien. Ah bah oui, Steve Buscemi, il est même génial. même dans les films moins bons, il est toujours extraordinaire. Il est toujours extraordinaire, ouais. Et moi, ce qui me marque le plus dans ce film, c'est la fin. La fin qui est quand même extra. La fin est absolument géniale. Et les 5 dernières minutes, tout se joue là, quoi. Et vraiment, et rien que pour ça, on va pas vous la spoiler, parce que rien que pour ça, faut voir le film. Et faut voir, enfin, cette fin-là, c'est un doigt d'honneur au système. C'est un doigt d'honneur au système. C'est Carpenter qui, tel qu'on l'a toujours connu, qui utilise son personnage pour ce qu'il voulait faire à la base. Enfin, vraiment. Et finalement, quelque part, ça aurait pu être le point final de sa carrière de cinéaste. Il aurait pu finir sur cette image-là, tu vois. Quelque part, ça aurait donné vraiment un sens à ce film-là. Il a continué par la suite, mais la fin est vraiment géniale. Et c'est ça qui rend émouvant, c'est que la fin est géniale. T'as quelques moments de grâce, mais à côté, ça tient pas, quoi. Et c'est vraiment dommage. Et ouais, c'est un film un peu mi-figue mi-raisin. Bah ouais, c'est. C'est un film compliqué à aimer, on va dire. En fait, c'est un film où tu vois vraiment les traces du génie que c'était, mais tu vois qu'il est plus là, qu'il est brisé, quoi. Et surtout, pour moi, ce qui coule un peu ce film, c'est quand même le script, quoi. Je crois que c'est pas lui qui a été la première main sur le script, et ça se sent en fait. Lui, c'est un film qui a été fait pour refaire le même personnage. Et pour refaire le même film même, hein. Enfin, et ça se voit que on a insisté pour qu'il le fasse et qu'il l'a fait. Oui. Ça se voit quand les réalisateurs n'ont pas envie d'être là, et on en parlait de Kassovitz, mais ça se voit aussi avec Carpenter. Ouais, tout à fait, et ça se sent vraiment, quoi. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce film qui est compliqué à aimer? Ouais, qui est vraiment compliqué à aimer. Est-ce que tu mets au-dessus ou au-dessous de Code R? Moi, je le mettrais peut-être. Ah, c'est dur, hein. Je comprends, parce que c'est un film à la fois que t'as pas envie de revoir. Ouais. Et à la fois. Et à la fois, genre, je sais que c'est un de tes réalisateurs préférés. Moi, je le mettrais peut-être juste au-dessus, mais tu vois, pas plus. Bon, écoute, c'est toi, je te laisse. Allez, voilà. Escape from LA. Mais je me souviens, j'étais sorti de la salle, j'ai fait. J'étais vraiment pas content, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment un film, très très compliqué à aimer et à encaisser, quoi, même. Bah écoute, je crois qu'on est bon. J'ai encore plein de listes, mais on va dire stop là. Non, mais là on est bien, là. On est bien. On va rappeler le classement peut-être, du coup. Ouais, premier, Fargo. Voilà, les frères Cohen au top. Deuxième, Truman Show. Troisième, Silence des agneaux. Quatrième, Sixième Sens. Cinquième, Reservoir Dogs. Sixième, Ghost Dog. Septième, La Haine. Huitième, Strange Days. Neuvième, Bernie. Et dixième, Snake Eyes. Snake Eyes. Et tu vois, Street Fighter a fini par sortir du top 10. Hein. Ah bah, non, mais il pouvait pas y rester, quoi. Je sens déconner. Mais Street Fighter est quand même très très haut placé. Hein. Il est 13e film des années 90. Et rappelons les trois derniers. C'est Double Dragon, Godzilla qui a failli débouler, Wild Wild West. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. C'est l'heure de passer à nos petites recommandations. Ouais, tout à fait. Il t'a fallu au moins 10 secondes pour en trouver une. Oui. Qu'est-ce que c'est, papa? Eh ben écoute, ma recommandation, c'est un film qui va sortir en Blu-ray dans 15 jours, au moment où vous écouterez cet épisode. Un film qui s'appelle Green Room, qui est sorti donc cette année au cinéma. Et je vais vous résumer le pitch, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'aime ce film. C'est en fait un groupe de punk qui se retrouve pris d'assaut par des néo-nazis. Voilà. Et c'est la fameuse Green Room du titre. Et ben c'est la chambre où sont réfugiés les punks. Et c'est un survival avec des néo-nazis. Et c'est super bien mis en scène. C'est super tendu. Il y a du Dead Kennedys dans la BO, donc c'est cool. Voilà. Enfin, c'est un film. Si t'aimes les survival et les néo-nazis qui se sont éclatés la gueule, vraiment, faut le voir. Sold. Attends, je vais préco tout de suite. Et moi, alors, écoute, je me suis demandé, est-ce que je vais recommander quand même un film qui est quand même si mal classé dans notre top, puisque je vais recommander la suite du 23e plus mauvais film 23e film des années 90, à savoir Independence Day, Résurgence. Ce film que nous n'avons pas réussi à voir tous les deux quand même. Ouais, parce qu'il passait pas en VO dans mon bled. Dans ton bled. Et écoute, c'est autant le premier Independence Day est quand même assez nul, autant celui-là, je crois qu'il y a aucun doute sur sa qualité, et ça se sent
par le personnage de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum ne se fait aucune illusion à aucun moment qu'il joue dans de la merde. Et alors dès la première, tu vois, il y a Charlotte Gainsbourg Charlotte Gainsbourg est dedans, mon pote. Ah oui, elle fait une scientifique, c'est ça? Elle fait une scientifique, Charlotte Gainsbourg, une psychiatre pour extraterrestre. et alors Charlotte Gainsbourg, je crois qu'elle sait moins bien jouer le blue screen que n'importe, genre, elle débute en fond vert, quoi. Ça se voit. Elle regarde jamais au bon endroit. C'est génial. Et c'est génial. Vraiment, il y a un côté schlock, tu vois. C'est vraiment un film de merde, mais qui a aucun doute sur ce qu'il fait, sur sa qualité, quoi. C'est vraiment. C'est la comédie de l'été, quoi. On rigole par bon moment. À un moment, il y a comment il s'appelle, il y a une espèce de tsunami, parce qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui est grand comme 3 fois la moitié de la Terre, qui se pose sur la Terre, et du coup il y a un tsunami, et là il y a le père de comment il s'appelle, le père de Jeff Goldblum, qui est joué par Judd Hirsch, il est en train de se faire avaler par le tsunami, il va mourir, et il fait oh, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce bateau? Et figure-toi qu'il reste vivant quand bien même, et il prend un bus pour aller rejoindre la RA51. Oh putain, où est l'endroit où tous les méchants convergent. Et il y a tellement de choses différentes, parce qu'il y a ce qui manquait dans le premier, c'est-à-dire du piou-piou. Il y a des extraterrestres avec des guns laser, et ils se font tous piou-piou la gueule. C'est Judd Hirsch, le mec qui joue justement, qui joue le père de, c'est un mec qui revient, il joue le père de Jeff Goldblum. Ouais. Il est extraordinaire. Son histoire ne sert à rien dans le film. Bill Pullman refait des speeches en disant je vais partir, je vais piloter la bombe et tout ça, machin. C'est la Will Smith est mort, mais par contre il y a son fils, et là presque l'idée géniale qui aurait pu rendre le film extraordinaire, c'était de prendre le fils de Will Smith, parce que celui qui sait pas jouer, tu sais. Et oui, bah oui, exact. Oui. Celui de After Earth. Ouais. Mais non, finalement ils ont pris un autre mec qui sait jouer. Et de Karate Kid. Mais par contre, comme on disait avec un pote, c'est dommage parce que ils lui ont brisé sa carrière. et il est vraiment, et à la fin, ça se termine un peu entre un hommage à Alien et Godzilla, puisqu'il y a une espèce d'alien gigantesque qui commence à courir dans le désert américain. Si tu veux un bon film de merde, je te et puis c'est génial parce qu'il y a un assassin africain, genre une junte militaire en Afrique, qui s'appelle Umbutu dans le film, et qui est littéralement parachuté dans le film, et il a des espèces d'épées, il a des machettes, et il se bat avec des machettes contre les aliens, et il dit you gotta kill them from the back. Et tu sais, à un moment j'étais presque déçu par le film parce qu'il y avait pas de chien à sauver. Je me suis dit merde, il y a pas de chien, et là tout d'un coup au milieu du désert il y a un petit chien qui fait yep yep yep, et il y a des gamins qui fait il faut sauver le chien. Oh putain, c'est d'une nullité géniale. C'est ce que Independence Day était en premier degré. Celui-là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur l'entreprise. Oui, c'est... Il faut voir Jeff Goldblum qui a l'air perdu et il ne se fait aucune illusion. Oh putain, comment tu m'as vendu le truc, quoi. Voilà, si tu veux rigoler d'un bon film de merde, Independence Day. Et je le mets au-dessus des films de pourris, au-dessus de Tarzan, au-dessus de machin. D'accord, je vois le genre. Alors, c'est vraiment... Bon, bah, je pense que sur cette belle recommandation... Oui, on pouvait pas conclure mieux l'émission. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai fait Independence Day dans cette émission. Bon, bah les amis, c'est la fin. On vous remercie de votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter Super Ciné Battle, et ça nous fait très plaisir. Merci pour votre bouche à oreille, c'est ça merci pour vos étoiles sur iTunes, car c'est ça qui fait marcher c'est ça qui fait en sorte que on nous écoute de plus en plus. Vous pouvez retrouver la master list sur notre site internet supercinébattle.fr. Vous pouvez retrouver aussi le podcast lui-même. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, et voilà. Et je crois qu'on a tout dit, et on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Ouais, dans 15 jours. C'est ça, exactement. Dans 15 jours pour votre rendez-vous Super Ciné Battle, où on vous remercie encore pour les listes. On en a quelques-unes en stock, mais si vous avez des idées, on a lancé quelques pistes de films qu'on aimerait voir. Je veux dire, il n'y a toujours pas de taxi. Qu'on aimerait voir. Attends, tu t'avances beaucoup là. Ah mais ouais, j'aimerais bien que là c'est taxi. Non mais il n'y a pas de James Bond, ça
ça me tue. Alors que c'est quand même la décennie GoldenEye, quoi. C'est la décennie. Oh putain, oui, c'est vrai en plus. Ben ouais. Putain, j'ai hâte de retourner dans les années 80 pour parler de James Bond. Tu sais qu'hier j'ai regardé, juste une petite parenthèse, j'ai regardé For Your Eyes Only avec Carl Bouquet. Oui, tout à fait, ouais. Et bah, qu'est-ce que ça a mal vieilli, putain. Ah bah oui, c'est après. Oh là, les James Bond des années 80 ont vraiment très très mal vieilli. Genre la patte des années 80, en plus avec la musique, c'était pas aidé, quoi. C'est vraiment très très bizarre, quoi. Et puis n'oublions pas que Carpenter a réalisé quelques bons films aussi dans les années 90. Je dis ça comme ça, voilà. Un appel dans le. Non, mais je crois qu'ils sont dans la liste, c'est juste que je te les ai pas donnés. Ah. Je te dis, la prochaine liste que j'avais choisie, il y avait Braveheart dedans, tu vois. D'accord, ok. Non, j'ai choisi. Je t'avais préparé tout un truc, mais oh là 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 là. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, Daniel. Ça sera pour la prochaine fois, ouais. Ne tentons pas le diable. Oui, c'est vrai. Bon, on vous remercie encore et on vous dit à dans 2 semaines. Merci encore pour votre fidélité. Ciao. Ciao, merci à tous. Attends. Voilà, j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Attends, c'est 1, 2, 3 et on y va ou c'est 1, 2 et on y va à 3? T'es con, tu le fais à chaque fois.